Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour ce troisième meet-up de la saison 2 Meteor Paris. Pas mal de choses ce soir à vous présenter. On aura 3 speakers, dont moi. On va vous parler. On a pris des sujets un peu basiques, un peu avancés, un peu moyens pour essayer de contenter tout le monde. Qui connaît Meteor? Les questions habituelles. Qui vient pour la première fois à un meet-up Meteor? Ouais, classique, la moitié. Et qui a déjà programmé en Meteor? Un tutoriel. Ah, et ça monte quand même. C'est cool. Donc voilà, on va pas refaire encore une énième fois le tutoriel d'introduction qui présente Meteor, machin. Si vous voulez, maintenant, Meteor a fait un nouveau site qui est vraiment classe avec des petites vidéos d'intro, etc. Donc on va pas le refaire. Petite présentation de moi. Donc venez le croire. Je suis ambassadeur depuis 2 ans de Meteor à Paris. Accessoirement, je développe en Meteor depuis 2 ans aussi, donc je suis vraiment fan de la techno. Aujourd'hui, je travaille en tant que hacker in résidence à une startup qui s'appelle eFounders. Qui connaît eFounders? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un startup studio qui est à Paris, du côté des Sentiers, qui recrute beaucoup de développeurs. Donc si vous aimez tout ce qui est JavaScript, nouvelles techno, pas Meteor pour l'instant encore, mais tout ce qui est Node.js, etc., on cherche beaucoup de développeurs. C'est une startup qui fait des startups. Donc on crée des projets, on recrute des fondateurs, les fondateurs créent leurs projets et après les boîtes deviennent autonomes et vivent leur vie. Dans les boîtes, il y a par exemple Mailjet, mention en français, et des boîtes comme la dernière, par exemple Front, qui est un peu connue parce qu'elle a fait Y Combinator, un gros incubateur américain. Et ils ont levé là récemment 3 millions. Donc, ils cherchent aussi des développeurs. Donc, bref, on a pas mal de projets avancés en mode très early stage, etc. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés un peu pour travailler en startup, vous pouvez nous contacter. Ce soir, je vais vous présenter rapidement un projet qu'on a développé ce week-end avec 8 irréductibles fin Meteor, qui s'appelle paris.meteor.com. C'est notre portail, en fait, Meteor sur Paris. Je vais vous parler Après, on va vous présenter les formulaires. Comment faire un formulaire en Meteor de façon from scratch, donc vraiment à partir de rien. Et après, avec une lib qui s'appelle Autoform qui permet de le faire de façon beaucoup plus facile. Ensuite, Pascal parlera de Meteor CFS, Collection File System. Il vous expliquera ce que c'est. Et ensuite, Maxime parlera de la sécurité dans Meteor, parce que c'est un sujet qui revient souvent, qui intéresse pas mal de gens. Donc, il présentera un peu à quel point c'est sécurisé par défaut et quelles sont les choses à savoir pour développer une application Meteor. Et en dernier, c'est les pizzas qui arrivent à 9h, quoi qu'il arrive. Donc, je vais commencer tout de suite. Meteor, communauté Meteor. Ça fait longtemps que Meteor a un site web, etc. Nous, on voulait sur Paris, maintenant qu'on est le 4e plus gros meet-up dans le monde en termes de personnes et qu'on est aussi le plus gros non anglophone, on voulait avoir une page qui montre un peu ce qu'on est capable de faire et ce qui se passe en France et particulièrement à Paris. Donc, on a forqué un projet qui était fait par Las Vegas en Meteor, qui servait aussi à ça, et on l'a adapté. Et samedi, on était donc à 8 à passer la journée à programmer beaucoup de choses pour l'améliorer et le mettre à notre sauce. Et le traduire en français, entre autres, d'ailleurs, qui n'était pas une mince affaire. Donc c'était bien cool. Et on a développé un système de coupons. Donc en fait, je vais vous présenter un peu rapidement à quoi ça ressemble. Donc c'est pas ça. C'est ça. Donc évidemment, c'est pas du tout chauvin. On voit que c'est Paris. Donc c'est un back-end, c'est un front-end qui fait plusieurs choses. C'est connecté avec Meetup. Donc déjà, ça récupère toutes les stats de Meetup. Donc en gros, quand on se connecte avec notre identifiant Meetup. Ça récupère les Meetup de Meetup. Donc typiquement, on voit la date du prochain Meetup qui est aujourd'hui. On voit tous les membres qui sont classés par nombre de points. Donc il y a un système de points un peu gamification où en faisant des actions dans le site, on peut gagner des points. Donc quand on s'inscrit au Meetup pour dire je vais venir, on gagne des points. Quand on fait un talk, on gagne des points. Quand on propose un talk, on gagne des points, etc. Donc c'est assez rigolo et ça met en avant finalement les personnes qui sont vraiment actives dans la communauté. Évidemment les sponsors, merci Amazon et Moria qui nous permettent d'avoir des pizzas ce soir. Et donc dessus on retrouve tous les Meetup précédents, donc on voit qu'il y en a eu déjà pas mal. Dessus, si on prend celui d'aujourd'hui, on voit par exemple donc, le contenu. Donc ça, c'est vraiment une copie d'un import de meetup.com. Mais la différence, c'est qu'on peut acheter des topics. Donc on peut vraiment connecter des sujets proposés par des gens. Donc c'est ici.
D'ailleurs, c'est pas traduit, topic. Tout le monde qui se connecte dessus peut proposer des sujets qu'il a envie de voir abordés. Et derrière, on peut les voter, on peut les commenter. Donc bref, on peut échanger. Donc si quelqu'un a envie d'en savoir plus la prochaine fois sur un sujet particulier, n'hésitez pas à le mettre dessus. Non seulement vous gagnez des points, mais en plus, comme ça, ça nous aidera à savoir de quoi vous êtes intéressé, par quoi vous êtes intéressé et sur quoi on peut parler. Parce que là, ça fait, on sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas forcément ce qui intéresse les personnes qui viennent. Donc c'est soit quand on veut faire un talk, mais c'est pas forcément celui qui suggère qui va talker, quoi. C'est juste, moi j'ai envie de savoir plus sur tel thème, et s'il y a beaucoup de gens qui y prennent, soit quelqu'un le prend et le présente, quoi. Donc n'hésitez pas à suggérer les sujets si ça vous intéresse. Et derrière, après, on peut retrouver tous les sujets qui ont été présentés dans les différents meet-up, ceux qui sont votés, commentés, etc. Ça, c'est pratique pour créer un peu un lien, on va dire, entre ce que les gens attendent et ce que nous, on peut fournir comme contenu. D'ailleurs, dans les présentations, on retrouve tous les médias. Donc, si vous voulez retrouver les slides d'une conférence, d'un talk ou les vidéos, typiquement, elles sont rassemblées là. Et donc, c'est quand même pratique. C'est pareil, c'est en français. Donc, ça permet d'avoir des ressources principales en français à propos de Meteor. Et donc, comme je vous disais, il y a un système de points. Moi, j'ai beaucoup de points, forcément. Donc, on gagne des points, par exemple, quand on poste un topic, quand on le présente, quand on commente un topic, quand on vote, quand on vient, etc. Et donc, nous, samedi, on a rajouté un système de coupons qui permet de faire gagner des points pour les gens qui connaissent le code du coupon. Et donc, ce soir, il y a un coupon en bas qui s'appelle MM14, c'est le code. Donc, si vous vous connectez sur le site et vous tapez cette URL-là, vous gagnerez automatiquement 10 points. Donc, on gagne 10 points quand on se RSVP sur meetup.com. Et là, on donne des points aux gens qui viennent réellement. Comme ça permet de séparer les gens qui s'inscrivent juste en disant oui, je viens, mais en fait, ils ne viennent pas, et les gens qui viennent réellement. À terme, on fera 5 points pour les RSVP et 15 points pour les gens qui viennent vraiment. Donc voilà, si vous avez envie de jouer, je vous laisse le code. C'est MM14. C'est ça qu'il faut retourner. On peut aussi aller via le site, dans le menu, il y a un truc coupon, on peut taper le code. Et si vous voyez sur la vidéo sur Internet, ça ne marche plus parce que les coupons sont limités dans le temps. Donc désolé, il fallait y venir. Voilà, donc ça c'est le site. Évidemment, c'est open source. On a fait 130 commits samedi qu'on a renvoyés à Las Vegas, qui ont un peu pleuré, mais qui sont très contents. Donc ils vont les appliquer incessamment sous peu. Et c'est cool parce que c'est vraiment un échange, c'est vraiment un projet qui est vraiment collaboratif. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment une belle plateforme pour pouvoir gérer les communautés. Et potentiellement, si vous gérez une communauté, vous pouvez aussi l'utiliser. C'est un projet open source. Il suffit de changer Meteor Paris par Node.js Paris ou je ne sais pas quoi. Et vous avez un super... ou Angular, évidemment. Et vous aurez une super plateforme pour gérer vos événements le soir. Donc ça, c'est fait en Meteor, mais ce n'est pas fait que pour Meteor. Tout le monde a vu le coupon ? Voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, les formulaires. Ça, c'est un truc qu'on fait très régulièrement quand on développe des sites web. Faire des formulaires, c'est souvent historiquement assez galère, il y a souvent des libs, mais le problème du fait qu'en général, quand on développe une application, la partie client et la partie serveur ne sont pas faits dans le même langage, ne sont pas faits avec la même technologie, on se retrouve souvent à devoir gérer le serveur et le client séparément. Donc je prends un exemple. Prenons de PHP. Il y a des libs PHP pour gérer les formulaires, mais par contre, il n'y a pas forcément la partie client pour tout ce qui est réactivité, temps réel, pour afficher le message d'erreur. Donc, OK, les serveurs checkent le message d'erreur, ils renvoient un message pour dire que ce n'est pas bon, ce n'est pas du tout temps réel, ça passe par des allers-retours de pages complets. Et si on veut que ça soit plus réactif, typiquement, on va mettre du AngularJS sur le client, et pour le coup, on va utiliser une autre partie cliente réactif, et on se retrouve à avoir des bouts de code de validation des deux côtés. Bref, ça peut être très compliqué, quoi. L'avantage de Meteor est d'être isomorphe, c'est-à-dire que le client s'exécute, le code s'exécute à la fois sur le client et sur le serveur. C'est le même base de code, c'est tout en JavaScript, et tout ce qui est système de package et exécution sont complètement contrôlés. On sait dans quel environnement on est, et donc on peut faire éviter de faire du don't repeat yourself, donc du rail, et d'éviter de devoir mettre les règles de sécurité ou de vérification des dupliqués. Voilà, je vais y arriver. Donc je vais vous montrer rapidement comment on fait des formulaires from scratch, et après je vous montrerai avec le package Autoform. Donc quand on crée un package from scratch, quand on crée un package sur Meteor, on a 3 fichiers par défaut. Est-ce que vous avez à lire là? C'est bon?
c'est clair. On va faire un truc hyper simple. Donc le HTML, on va faire un formulaire simple où il y a juste en gros un input texte, et on submit un texte et derrière ça s'accumule dans une base et on affiche une liste de texte. En gros une sorte de to-do list version très basique. Dans Meteor, on a un système de template. Donc grosso modo, ici ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a un titre. Ici on inclut le contenu de la template form. La template form elle est là. Le contenu c'est grosso modo un formulaire. On reconnaît pour ceux qui connaissent du Bootstrap. Donc en gros c'est un formulaire Bootstrap tout à fait classique. Un input text, le nom d'une forme qui s'appelle newTask. Et ici, c'est le petit code qui affiche les tasks de la base de données, mais bon, ça, à la limite, c'est pas important. Donc d'abord, on code ça. Et sur le serveur, sur le code JavaScript, on a ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a un système d'événements, un peu comme dans tous les systèmes côté client, ici, qui permet de connecter un événement avec une template. Donc ce qu'on dit, c'est que grosso modo, si jamais on submit le formulaire newTask, on exécute tout ça. Et l'exécution, finalement, récupère la valeur du texte, donc la string, et l'insère dans une collection. Donc ça, c'est du Meteor. Donc l'insère dans la collection. Et puis c'est fini, on vide le formulaire et on retourne false pour ne pas propager l'événement et on a notre texte qui est dans la base de données persistante. Donc on voit tout là-haut, isClient. Donc en fait, c'est-à-dire que cette portion de code-là est exécutée que sur le client. Le serveur, il n'y en a pas en fait. Le serveur ne fait absolument rien dans cette histoire. Il y a juste une ligne tout en haut qui est en dehors du serveur, qui est la collection, donc c'est-à-dire la base de données qui va contenir les textes. Et donc c'est très joli, ça marche. Par contre, ça a plein de problèmes. Premier problème, c'est que c'est le client qui insère le texte. Donc tout le monde sait, j'espère, qu'il ne faut surtout pas faire confiance au client, parce que le client peut être hacké, peut être modifié, etc. Ici, personne ne vérifie déjà que le texte est une string, et comme c'est le client, potentiellement, on pourrait lancer n'importe quoi. On pourrait mettre un objet, on pourrait mettre un objet d'objet, on pourrait mettre 16 gigas de données. Bref, on peut faire n'importe quoi, vu que c'est le client qui insère l'élément et que le serveur ne fait aucun check de sécurité. Donc ça marche, c'est très bien pour faire un petit projet bac à sable pour s'amuser et faire un truc vraiment très basique. Mais si on veut faire un formulaire un peu sérieux, il faudrait rajouter beaucoup de choses finalement. Il faudrait ici faire une partie serveur qui va vérifier que la donnée... En fait, il faut que l'insert déjà soit sur le serveur, parce que c'est le serveur qui doit insérer. Le client doit juste envoyer un texte en disant « insère-moi ça s'il te plaît comme nouvelle tâche ». Il devrait vérifier que le paramètre est une string, que la string n'est pas trop grosse, trop petite. Si elle est trop petite, il faut mettre un message d'erreur, le renvoyer là, l'afficher dans le formulaire. Bref, faire tout un truc qui fait qu'en final, même si tout est dans le même fichier et centralisé et isomorphe, il y a quand même beaucoup de boulot pour réussir à avoir un système de formulaire qui fonctionne correctement. Donc ça, c'est la première version qu'il ne faut pas faire. Et donc, au-dessus de ça, il y a des gens de la communauté Meteor qui se sont dit, bon, ok, c'est très cool, bas niveau, etc., mais il serait bien de faire un package un peu sérieux qui permettrait de gérer un peu les problèmes classiques. Ça s'appelle Autoform, ça a été fait il y a un paquet d'années, et ça marche très très bien. En gros, quasiment tout le monde utilise ça. C'est fait par un Américain. Et donc, on se retrouve avec le même projet. Donc, on veut un formulaire avec un input texte. Et quand on valide, ça rajoute une tâche dans la base de données. La différence, c'est qu'ici, on retrouve notre formulaire qui s'inclut. En fait, je ne l'exécute pas, mais bon, ça sert à rien. Et ici, on a notre formulaire. Et je vais le mettre en plein écran, finalement. Ça sert à rien. Et... Magique. C'est pas grâce à Meteor. Et en fait, la seule ligne qu'on voit, c'est ici. Donc, grosso modo, ce qu'on dit, c'est que ici, c'est une template. Donc, on dit j'ai envie de faire un quick form. On lui donne le nom de la collection, qui s'appelle task en l'occurrence. On verra après dans le fichier JS ce que c'est. On lui donne un ID, mais ça sert à rien. Et on lui dit que c'est une insertion. Donc, on veut qu'il génère un formulaire d'insertion. Et en dessous, il y a le même bloc de texte qui affiche toutes les tâches. Donc, on se retrouve avec une seule ligne côté HTML. Et côté JavaScript, si j'ouvre le bon fichier, c'est là ici, c'est encore plus petit. Parce que grosso modo, qu'est-ce qui se passe dans la partie client, pour le coup, il n'y a plus rien. On voit ici, c'est le list client. Il y a un helper. L'helper, il était aussi dans le fichier. C'est ce qui permet de dire, tiens, trouve-moi toutes les tâches et balance-les dans une variable qui s'appelle task, qui permet d'afficher sur le client. Mais ça, il y avait aussi dans l'autre fichier. Donc finalement, tout le bloc de texte qu'on avait, il a disparu. Et tout ce qu'on a, c'est là-haut. Là-haut, on retrouve la collection, qui n'a pas changé. Mais juste en dessous, il y a un bloc de texte qui fait toute la différence.
Donc c'est une sorte de c'est un schéma qui décrit ce qu'il y a le droit d'y avoir dans la collection. Typiquement, moi ce que je définis, c'est qu'il y a un champ texte, c'est une string, le label c'est title, et la taille maximum de la string c'est 200 caractères. Et en faisant ça, juste ça, comme ce bout de code est en dehors du client, ça veut dire qu'il va être exécuté, il va être généré sur le client et sur le serveur. Il va faire tout ce qu'il faut pour assurer que le formulaire est bien contraint par ce bout de code-là. Donc ce qui est cool, c'est que en final, quand je fais mon quick form, il va en fait parser tout le schéma. Et il va se dire, OK, pour chaque schéma, je vais générer un input. Donc là, il voit que c'est un texte, il voit que c'est une string, donc il va mettre un input texte. Il voit que c'est 200, c'est pas gros, donc il va mettre une seule ligne. Si on met 2000 ou 4000, il va mettre un texte aria parce qu'il sait que c'est un gros morceau de texte. Et derrière, il va générer à la fois sur le client et sur le serveur les tests de validation. Donc typiquement, il va vérifier que c'est une string à la fois sur le client et à la fois sur le serveur. Donc sur le client, si on envoie par exemple une chaîne vide, là, il n'y a pas d'optionnel, donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait un texte qui fasse au moins un caractère. Il va directement sur le client afficher l'erreur. Et si je vous montre... Sans contacter le serveur. Exactement. Donc là, je lance le serveur Meteor, la ligne de commande Meteor qui s'occupe de lancer mon application. Donc ceux qui ne connaissent pas du tout Meteor, ce que ça fait, c'est que ça lance MongoDB, ça lance Node.js, ça lance tout l'environnement de développement pour pouvoir afficher l'application. Ça récupère les packages qu'il faut, etc. Donc j'ai mon application qui tourne en local. Et donc on retrouve le formulaire généré automatiquement. On voit qu'il y a un texte. Si je fais entrer submit à vide, automatiquement par défaut c'est connecté avec Bootstrap 3, donc il sait quel champ il faut mettre, quelle classe, etc. pour que ce soit à peu près joli. Il gère d'autres langages si on veut, on peut changer les templates pour afficher à sa sauce. Et donc il voit que le titre est indispensable, et donc il le valide pas, il n'a même pas envoyé sur le serveur la demande. Si je mets un texte et que j'envoie, automatiquement il est envoyé dans la base, il est valide, donc il l'accepte. Le serveur l'accepte aussi parce qu'il est valide, et donc l'insère dans la base et on le voit s'afficher en dessous. Donc voilà, donc là ce qui est cool, c'est que même si on essaye de bypasser le client et d'insérer une tâche directement en ligne de commande, ce qui est possible. Donc là, je fais un insert classique. Et ça, c'est envoyé directement au serveur. Et le serveur renvoie une erreur en disant il faut des paramètres. Je mets des paramètres. Et là, hop, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit error title is required. Donc en gros, même si on bypass le client et qu'on veut essayer de faire le petit hacker, le serveur dit non, ça va pas, ton truc c'est pas valide comme document, je veux pas quoi. Et il dit il faut un titre. Et si je mets un titre, je lui rajoute un titre vide, pareil, il râle. Si je mets un titre avec du texte, là il veut bien l'ajouter. Et en fait, c'est parce que c'est pas titre, c'est texte. Hop. Donc là, il insère bien l'élément. Et si on regarde ici dans la liste, on va le voir spawner automatiquement le nouveau texte. Parce que tout est réactif. Voilà. Non. Tu sais où est-ce qu'on affiche la WebSocket ? Ok, tu sais où on affiche la socket ? C'est dans Network. Ouais, ok, ouais, d'accord. Tu me cherches. C'est le genre de truc, je pourrais lancer WebSocket, hop, ici. Ah ouais, bien joué. Hop. Chut. Ah ouais. Merci. Hop. Donc voilà, hop. C'est bon, ça te va ? On va essayer d'insérer, hop. La version qui ne marche pas, donc un texte vide par exemple. Il ne s'affiche pas. Hop, c'est ça. Ah oui, d'ailleurs, oui, c'est vrai, ce que je dis, c'est faux. Non, tu as raison. Et en fait, le check est en local parce que le autoform rajoute une surcouche à la collection, et quand je fais un insert sur la collection, il check aussi en local avant d'insérer. Oui, c'est vrai. Par contre, si je passais directement en mode à l'arrache, je fais une WebSocket, je ne veux pas passer la validation, elle se fera quand même sur le serveur.
Donc ça rajoute un paquet de tests. Et ça évite aussi ici, par exemple, d'envoyer de n'importe quoi, du style un champ comme ça ne marche pas non plus. Il va dire non, non, le champ machin, je ne le connais pas. C'est surtout aussi si tu fais des insertions sur le serveur. Alors, quand tu vas, si dans des fonctions tu vas insérer sur le serveur, si ça ne valide pas le schéma, tu vas t'ajouter là sur le serveur. Alors oui, ça c'est autre chose, mais c'est pas lié au formulaire. Oui, mais après, je parle du formulaire. Mais bon, si on va plus loin, en fait, derrière l'autoform, ce qui se passe, c'est que tu utilises une autre package qui s'appelle collection 2, qui permet de valider. Parce que le problème des NoSQL, des bases de données Mongo, c'est qu'en gros, grosso modo, il n'y a pas de schéma. Donc, on peut envoyer ce qu'on veut dedans, quoi. Et c'est à vous, développeurs, de faire gaffe, de ne pas envoyer n'importe quelle donnée, n'importe quand, et de vérifier que tous les documents ont une certaine cohérence. Donc, des fois, NoSQL, c'est très bien parce que justement, on peut faire n'importe quoi. Mais on peut faire les documents très flexibles et des fois, c'est cool. Mais des fois, on veut garantir que tous nos documents ont à peu près une structure cohérente. Par exemple, avoir un titre, une description, etc. Et donc, collection 2 permet justement de décrire cette syntaxe-là, ce schéma-là, et d'assurer que dans la base ne sera jamais inséré des documents qui n'ont pas votre schéma. Donc ça le check sur le client avec le formulaire, mais ça check aussi sur le serveur. Et donc dans tous les endroits, on est sûr d'avoir un formulaire qui est vraiment comme on l'attend, quoi. Et dans le schéma, je ne vais pas rentrer là parce que le schéma est très très long. On peut faire des objets d'objets, on peut dire que les champs sont optionnels, on peut dire que c'est des heurts d'objets, on peut définir vraiment beaucoup de choses pour vraiment avoir le schéma comme on le souhaite. Et une fois qu'on a défini les schémas, derrière les formulaires se génèrent en une ligne de code qu'on a pu voir. Juste en mettant dans le HTML cette fameuse ligne ici, quoi, donc le quick form. Évidemment aussi, c'est hyper flexible, c'est-à-dire que ça génère le form par défaut, mais on peut aussi vouloir faire un formulaire aux petits oignons fait par nous. Et derrière, il y a toutes les fonctionnalités pour pouvoir découper. On peut dire par exemple, non, moi je ne veux pas que ce soit autogénéré, mais je veux seulement afficher tel champ, et ce champ-là, je veux le mettre avec tel template ou tel type. Donc on peut vraiment configurer au plus bas s'il y a besoin. Ou alors de façon complètement automatique, si on n'a pas de temps à perdre et qu'on veut faire juste un formulaire d'administration, par exemple, de backend, etc. Donc voilà, donc en final, pour résumer, on a avec Autoform et Meteor moyen de créer des formulaires en une seule ligne de code. Et ça, c'est plutôt pratique. Et on est garanti derrière qu'il n'y aura aucune faille du moment que le schéma est correctement créé, quoi. Voilà. Un des trucs que fait pas Autoform, ou qui est avancé, c'est justement le côté gestion des fichiers. Donc ça, c'est une autre tannée, c'est réussir à uploader des fichiers et à savoir où est-ce qu'on les upload et comment on les gère et comment on les valide. Et ça, c'est Monsieur Pascal qui va s'en charger. Des questions? Alors, comment faire la customisation du formulaire? Il y a plusieurs façons de faire. La première... Alors dans Autoform, il y a un système qui permet de faire des thèmes, on va dire. Donc on peut créer un thème. Par exemple, par défaut, il y a un thème Bootstrap qui va automatiquement générer les bons champs autour des différents éléments. Donc on peut faire son propre thème. Donc on l'appelle mon thème à moi. Dedans, on définit pour chacun des types ce qu'on veut mettre autour, quelle classe on veut mettre, etc. Ça, c'est la première façon. Si on ne veut pas mettre un thème parce que c'est juste une modification locale, on peut plutôt que de... Je l'ai là. Donc, plutôt que faire un formulaire automatique, dans ce cas-là, on peut faire de façon plus à la mano, ce qu'on appelle un autoform. Dans ce cas-là, on lui dit que c'est un autoform, il va quand même créer tout ce qui va bien pour vérifier, etc. Mais derrière, on lui donne les champs. Donc là, par exemple, on lui dit affiche-moi un quick field qui s'appelle title. Il va chercher ce que c'est comme type, il va générer l'input, etc. Mais ici, par exemple, on voit ils ont rajouté des divs à eux pour que le cost soit affiché de façon correcte. Donc après, ça dépend de ce que tu appelles modification, tu vois. C'est pas ça? Vas-y, non, mais... Non, parce que moi j'ai le problème aussi pour l'authentification. Authentification, ouais. Rajouter la partie authentification en ouais. On a des systèmes d'authentification, des templates d'authentification qui utilisent Autoform. Donc pour le coup, c'est des packages Meteor qui prennent Autoform, qui prennent l'authentification. Et typiquement, il y a Account Entry qui permet de gérer l'authentification de façon à peu près jolie et qui est aussi customisable. Donc, mais c'est plus haut niveau en fait. Là, c'est vraiment spécifique pour l'authentification. Après, ça dépend si tu veux faire un thème particulier pour ton projet, c'est ça? Ou c'est le layout que tu veux modifier par exemple?
Ça, c'est d'accord. Ça, c'est plus la structure de directory, la structure de répertoire, c'est ça, des fichiers, comment ils sont organisés. D'accord. Bah là, c'est up to you. C'est-à-dire que contrairement à Rails, qui a une arborescence très figée, par défaut, qui est imposée, Meteor laisse libre cours. C'est-à-dire que par défaut, quand on fait une application, comme vous avez vu, il y a 3 fichiers. On a un CSS avec le CSS. Bon, en fait, il y a quand même, on ne fait pas n'importe quoi. Dans le CSS, il faut mettre du CSS. Dans l'HTML, il faut mettre du HTML. Et dans le JS, il faut mettre du JS. Après, ce que fait Meteor, c'est qu'il prend tous les fichiers JS, il les pack, il les minimise et il en fait un seul fichier. Il prend tous les CSS, il les pack, il les minimise, il en fait un CSS. Il prend tous les JS et HTML. Et pareil pour l'HTML. Donc en final, on se retrouve avec en prod 3 fichiers. Un CSS, un JS et un HTML. Si. Pardon ? Au plus simple, c'est ça. Oui, d'accord, non, mais là, je parle de la génération. Donc, en final, on se retrouve avec 3 fichiers. Après, il s'en fiche de savoir où toi, tu mets tes fichiers. C'est-à-dire que tu peux les mettre dans un sous-répertoire, un sous-sous-répertoire, etc. Lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment il scanne toute l'arborescence, il récupère ses affaires. Après, il y a une distinction pour le client et pour le serveur. Il y a des répertoires qui s'appellent client et serveur, où tous les fichiers que tu mets dans client sont seulement envoyés sur le client et pas sur le serveur. Et dans le répertoire serveur, ils seront exécutés que sur le serveur et envoyés que sur le serveur. Donc typiquement, c'est là qu'on peut mettre du code vraiment métier que tu ne veux pas que le client ait accès. Mais pareil, c'est-à-dire que tous les fichiers serveurs que tu mettrais dans un répertoire serveur ou un sous-répertoire, comme tu veux, il va prendre tous les fichiers, il va en paquer et il va avoir au final un fichier pour le serveur. Il contiendra tout ce qui est global, tout ce qui est dans le serveur, moins ce qu'il y a dans le client. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Et pareil pour le client, il fait l'inverse. Donc finalement, c'est vraiment ça dépend de toi, quoi. Donc si tu aimes bien faire une modèle vue contrôleur avec un répertoire vue, un nom par vue, et après tu veux faire un fichier par template, tu le fais, quoi. Si tu préfères avoir un fichier avec tous tes templates en même temps, tu peux aussi, quoi. C'est vraiment toi qui gères ton arborescence comme tu veux, quoi. Meteor s'en fiche complètement du moment que tu suives les règles du client-serveur, parce que forcément, ça, il faut quand même lui dire ce qui est pour le client et ce qui est pour le serveur. Donc c'est très flexible. Alors il y a des gens qui ne savent pas trop justement quoi faire. Donc il y a des bonnes pratiques. Il y a des gens qui font des bonnes pratiques, qui proposent des arborescences. Ils disent tiens, ça c'est pas mal, je vous le conseille. Et après on suit ou on ne suit pas en fonction de ce qu'on aime, la façon dont on aime architecturer notre répertoire. C'est bon, d'autres questions ? Oui. Oui, alors moi j'ai pas fait toute la. Il y a pas mal ça, c'est client-serveur, c'est le premier truc basique. Après, il y a plein de répertoires spécifiques. Il y a lib qui va être chargé avant les autres. Donc c'est là où on met des librairies qui doivent être vraiment chargées dès le début. Il y a compatibility pour mettre les plugins, les scripts JavaScript qui ne sont pas faits en Meteor. Donc typiquement, si vous prenez par exemple jQuery, c'est un mauvais exemple, mais vous voulez ajouter la lib jQuery dans Meteor, qui est de base, donc c'est pas une bonne idée, mais bon. On le met dans le répertoire compatibility, comme ça Meteor sait que c'est... il fait des prérequis, il sait que par exemple les var, il faut les exporter, etc., ce qu'il ne fait pas normalement dans un répertoire, dans un fichier JS normal. Donc ça permet de prendre n'importe quelle lib existante client, on le met dans le compatibility, et hop, on a accès et on peut l'utiliser directement. Après, il y a d'autres exceptions, genre main, etc., mais bon, ça c'est du détail. Tri.js, ouais. Tri.js, normalement, ça marche. Après, il peut y avoir des cas peut-être où c'est plus compliqué d'exporter et de récupérer les noms des variables globales, tout comme ça. Mais grosso modo, moi, à chaque fois que j'ai mis un truc dans compatibility, ça marchait plutôt pas mal, quoi. Ouais. Après, pour Tri.js, je pense qu'il y a un package qui le fait, quoi. Donc, tu fais Meteor add Tri.js et c'est fini, quoi. Comme ça, au moins, tu n'as même pas à savoir où il faut mettre le truc, ça, il le fait, quoi. Voilà. Ouais. Alors, d'accord. La question, c'est est-ce qu'on peut faire des customisations, des vérifications plus poussées dans les schémas. Alors là, il y a une doc, c'est Simple Schema. Simple Schema, c'est vraiment la lib bas niveau qui va définir la structure en fait, non. Simple Schema, c'est vraiment très basique. C'est juste, en gros, on définit un schéma et derrière, il y a des fonctions qui permettent de dire si oui ou non un objet valide le schéma ou pas. Donc en gros, là, on définit un schéma et derrière, il y a des fonctions que je n'utilise jamais parce que c'est très bas niveau, où on dit est-ce que oui ou non, c'est un booléen, est-ce que oui ou non, ça valide le schéma. Et donc, grosso modo, oui, il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment les types simples. Si je retrouve les types simples comme string, number, date, etc. Et après, il y a plusieurs choses possibles. Entre autres, il y a les custom values. Donc il y a les default values, donc on peut dire par défaut je veux que ce soit ça. Les auto values, c'est des systèmes qui vont se mettre tout seuls. Par exemple, on veut faire un created at,
Donc on va mettre la date de création d'un document. On le met là, comme ça, le client, peu importe dans le code où est-ce qu'on fait un insert, la date sera mise à la date du moment, quoi. Et pour le coup, on n'a plus aucune possibilité de le modifier. Donc c'est pas une validation, mais quelque part, c'est une donnée qui est forcée dans le schéma. Et après, il y a un truc qui s'appelle custom validation, où pour le coup, là, il faut vraiment, voilà, c'est ça, où pour le coup, il donne des paramètres, et à toi de faire tes règles pour dire si oui ou non tu acceptes que si c'est valide ou pas. Donc c'est assez simple à faire. Et en plus, vous voyez, il y a des choses comme ça, assez basiques, par exemple regexp. Donc ça déjà, typiquement, on peut faire un truc email, on peut valider une email juste en faisant un regexp, à peu près valide. Et dessus, on peut l'étendre pour vraiment définir, voilà, custom ici. C'est un exemple. Donc, il y a moyen de vraiment pousser le schéma avec tes propres objets. Tu définis tes objets et derrière, tu dis cet objet-là, il doit être de tel format. Et un objet peut être un sous-objet. Et dans ce cas-là, tu peux aussi dire il faut que cet objet-là soit un sous-objet valide, quoi. Donc, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, en fait. Il faut juste coder les extensions, quoi. C'est bon. Bon, bah, Pascal, à toi. Bonjour, je me présente, Patrice. C'est une private joke avec des collègues. Je vais vous présenter donc Meteor Collection File System. Et puis on reviendra sur des petites choses de Meteor qui sont déjà intégrées de base, que vous pouvez utiliser sans CFS et sans Autoform. Alors, déjà, on va commencer par définir pourquoi on a vraiment besoin d'une bonne gestion de nos fichiers, surtout aujourd'hui où on a des applications qui demandent de la réplication et d'être haute disponibilité. On va voir quel est le service que je vous conseille aujourd'hui, qui est S3 d'Amazon, qui permet d'avoir du stockage à bas prix et vraiment très performant. Comment on installe CFS? Bon, ça c'est assez simple. Comment on définit une collection un petit peu particulière, puisque c'est celle qui va gérer vos fichiers. Comment on insère des fichiers dans notre application. Comment on insère des fichiers dans notre application avec Autoform, donc comme on l'a vu juste avant, de manière à ce que ce soit quasiment tout automatisé. Et puis comment on affiche les informations qu'on a mises, qu'on a stockées. Et puis on parlera d'un petit peu de sécurité après. Ok. Donc pourquoi les données c'est vraiment super important. Quand on installe une application sur son serveur, il n'est pas rare qu'on ait des petits problèmes de droit. L'application est lancée avec un utilisateur qui n'a pas les droits sur tel répertoire. Faut y toucher un petit peu, il faut régler tout ça, c'est pas insurmontable. Mais voilà, c'est des choses à régler quand on installe son application sur son serveur. Et puis aujourd'hui, quand on fait une application, on a forcément envie qu'elle ait beaucoup de succès. Et donc on essaye de faire en sorte qu'elle soit très disponible. Si par exemple, vous montez une startup, que vous passez à la télé, il y a 9 chances sur 10 pour que le soir, votre appli soit down si vous ne l'avez pas prévu à l'avance. Chez Amazon, par exemple, il y a l'autoscaling, donc tout un tas d'outils qui vous permet, quand la charge de votre application augmente, de répliquer vos instances de manière à la supporter. Okay. Alors ça, c'est génial, mais si par exemple votre application est stockée ses fichiers en local, imaginons, je sais pas, vous avez une base de clients et vous stockez les logos de vos clients sur votre file system. Il y a des instances qui vont avoir les logos de certains clients, d'autres instances qui vont avoir les logos d'autres. Donc stocker ça sur le file system, c'est pas forcément pratique. Alors bien sûr, on va parler de baies de stockage, c'est les techniques qu'on utilisait avant, mais aujourd'hui, on va parler de S3. Donc qu'est-ce que S3? C'est un service de stockage de haute durabilité à faible coût. Faible coût, alors le coût, je vous l'ai mis en haut à droite. Non, je l'ai mis en bas, voilà. Le premier Tera est à 3 centimes du giga. Bon, je ne vais pas faire tout le tableau, mais grosso modo, ça baisse un petit peu en fonction du volume que vous utilisez. Donc, c'est vraiment peu cher par rapport aux services aujourd'hui disponibles sur la toile. Comment on va calculer le coût du stockage de ces données? On va calculer avec, bien sûr, l'espace que ça va prendre, le nombre de requêtes, de demandes d'informations sur vos fichiers que vous allez réaliser. Chaque fois que vous allez demander la taille d'un fichier, son nom, ça va vous coûter un petit peu. Et puis les transferts, c'est-à-dire le débit que vous allez utiliser sur vos applications pour délivrer vos fichiers à vos utilisateurs. Donc là, pour ce qui concerne
Le coût du stockage, c'est en bas. Le coût des demandes, vous l'avez là. C'est 5 millièmes les 1000 demandes. Donc, c'est pas énorme. Hein. Mais si par exemple, un jour, je sais pas, vous avez fait vraiment du gros big data, vous avez des terras et des terras de fichiers et que vous voulez faire une stat, je sais pas, la moyenne de la taille de vos fichiers, c'est pas une bonne idée. Ça, par contre, ça va vous coûter de l'argent. Bon, Amazon, ils sont assez cool. Si vous faites une erreur et que vous n'avez vraiment pas fait exprès, généralement, ils sont assez sympas. Mais bon, faut éviter de se retrouver dans ce type de situation. Et ça, c'est le coût des transferts de données sur Amazon, donc qui n'est pas propre à S3, qui est utilisé sur tous les outils Amazon. Donc voilà, le premier giga est gratuit. Et puis après, ça augmente un petit peu, mais grosso modo, le débit est pas cher non plus chez Amazon. Donc je vous laisse regarder un petit peu ça de plus près si vous avez envie. Donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc tout à l'heure, je disais que c'était un petit peu compliqué si vous stockiez vos fichiers en local. Là, on va essayer de faire comme on faisait avant avec les baies de stockage, mais en utilisant un petit peu le gros mot, le cloud, et mettre ces fichiers dans le cloud. Pour ceci, il faut ajouter CFS Standard Package, qui est le package de base du Collection File System. Il y a 2 paquets, enfin il faut installer un autre paquet obligatoirement, et ça doit être File System ou GridFS. File System, c'est le paquet qui va vous permettre de stocker vos fichiers sur le File System en local. Et GridFS, de le stocker dans votre base MongoDB. Alors, je m'étends un petit peu sur le sujet. Au début, Collection File System ne gérait que ça, au tout début. Moi, j'avais regardé un petit peu, je trouvais ça sympa comme projet. Je m'étais arrêté là parce que, alors c'est des philosophies, hein, chacun son avis, mais pour moi, des fichiers, ça n'a rien à faire dans une base de données. Notamment quand vous faites un backup d'une base de données et que vous avez mis tous vos fichiers dedans, c'est long. C'est très long, ça pique. Ouais. Donc, on va utiliser le stockage sur S3. Donc, on installe aussi le paquet CFS S3. Et puis, on va utiliser Autoform. Donc ça, c'est ces 2 paquets qui ne sont pas obligatoires, mais vous verrez que c'est bien utile. Donc, on les installe de base. Il faut savoir que le Collection File System, en ce moment, est vraiment en phase de développement actif. Donc, il évolue. Bon, ça ne bouge pas tous les jours. Moi, j'ai des applications qui l'utilisent. Oui, si on met à jour, il y a des petites modifs à faire, mais c'est très bien expliqué. Ça n'empêche pas de l'utiliser sur des applis en prod, même si eux le déconseillent. C'est jouable. Il suffit d'être rigoureux. Donc tout à l'heure, Vianney vous a montré comment on déclarait une collection. C'était très simple, c'était une ligne. Et bien là, je vous explique comment on va déclarer un store, et en l'occurrence un store S3. Donc c'est juste un objet qui va décrire un petit peu où stocker vos fichiers. Donc le store s'appelle image, on donne la région, c'est pas obligatoire, donc ici on utilisera l'Irlande en Europe. Quand vous allez créer un bucket sur S3, alors je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de S3, quand vous allez stocker des fichiers sur S3, vous allez créer un bucket, vous créez un compte AWS, vous allez dans S3, vous créez un bucket, et vous allez créer des crédentials, un compte qui va vous permettre de déposer, de lire des fichiers dans votre bucket. Et donc ce compte, il a des access keys. Donc vous les renseignez, donc c'est ce qui vous permet de vous authentifier auprès de votre bucket, et vous donnez le nom du bucket. Les ACL, c'est optionnel, c'est pour donner une gestion de droit sur votre bucket. Optionnel aussi, vous allez pouvoir donner des fonctions de transformation au moment où vous allez écrire votre fichier dans votre bucket ou au moment où vous allez le lire. Et max retry, c'est le nombre de fois où il va essayer d'aller insérer le fichier dans votre bucket S3. Une fois que le nombre d'essais est échu, il renverra une erreur à votre client et qui saura que voilà, l'objet n'a pas été inséré. Et on crée la collection, qui est une collection un petit peu particulière, c'est une collection file system, où donc qu'on a appelé image, et on précise le store qu'on utilise, qu'on a déclaré juste au-dessus. Et ça roule tout seul. Donc jusque-là, voilà, on n'a pas écrit beaucoup de code. On a réussi à définir la façon dont on allait stocker nos fichiers. Et là, voilà, on peut déjà insérer sur le client nos fichiers. Donc grosso modo, j'ai parfait la partie du code HTML avec mon formulaire, mon input de type file. Mais voilà, on imagine que vous avez votre partie HTML qui est réalisée. Et vous avez juste
à gérer, à ajouter une gestion d'event sur le changement de votre balise d'input file. Et quand vous allez insérer un fichier, donc c'est grosso modo quand vous arrivez sur un site web et que vous avez, je sais pas moi, un fichier à uploader, que vous sélectionnez votre fichier. Une fois que vous avez sélectionné votre fichier, cet event est appelé et on parcourt la liste des fichiers qu'on veut ajouter et on l'insère dans notre collection file system. Donc jusque-là, c'est un petit peu comme tout à l'heure où on avait notre formulaire et puis on insérait les résultats de nos données, les données qu'on avait renseignées dans le formulaire dans une collection. Sauf que là, on insère juste pour l'instant le fichier dans la collection. Et du coup, la magie s'opère. Si vous faites ça, le fichier est inséré directement sur S3, donc dans votre bucket. Il y a un objet qui est inséré dans votre collection file system, qui est une collection classique MongoDB, avec les informations du fichier, son nom, sa taille, où est situé le fichier, donc l'URL du bucket, de manière à pouvoir le retrouver après. Alors, si on veut encore simplifier, si on veut par exemple éviter d'avoir à taper ce qu'on a tapé là, mais qu'on veut utiliser Autoform, présenté par Vianney juste avant, on retrouve simple schéma là, avec un simple schéma d'une collection docs qui a un nom et un logo. Donc ça, tout à l'heure, on l'a vu, hein, ça permet de générer ça. Donc la partie du formulaire qui permet de renseigner, de mettre une string. Et on veut insérer un logo qui a un type string, puisqu'en fait, cette string, ce sera l'ID de votre fichier dans la base image, dans la base MongoDB image, enfin dans la collection MongoDB image. Et on précise à Autoform que ce n'est pas une string classique, mais que c'est un field input. On donne son type, qui est CFS file, et la collection. Alors voilà, là c'est file, mais si on veut être rigoureux par rapport à ce qu'on a mis juste avant, en fait j'aurais dû mettre image. Donc on revient un petit peu juste en arrière. Voilà, la collection on l'avait appelée image ici, ok. Donc c'est ce nom-là en fait, c'est le nom de la collection. Hein. Donc on a juste à renseigner ça dans le nom de la collection. Et ça génère cet input file là, qui permet, que c'est sympa puisque vous pouvez cliquer dessus et aller sélectionner votre fichier sur votre disque dur, mais vous pouvez aussi glisser votre fichier dessus. Vos clients aimeront ça. Alors, c'est bien, c'est super pratique. On a juste à rajouter quelques informations dans le schéma de nos documents pour pouvoir insérer des fichiers. Et c'est géré automatiquement. C'est génial, mais ça marche aujourd'hui que pour l'insertion. Alors, pour l'update, c'est pas géré, mais ils sont en train de travailler dessus. Donc ça va venir bientôt. Et c'est bon pour le quick form. Vous vous souvenez, Vianney vous a montré qu'en une ligne, on générait le formulaire qui correspondait à un schéma pour mes documents. En une ligne avec le quick form. Et ben ça marche aussi. Ça marche tout seul avec le quick form. Si vous mettez le quick form, ça va générer l'input file. Je le précise parce que ce n'était pas le cas encore il y a 1 mois et demi. Donc c'est assez récent que le quick form le permette. Avant, il fallait utiliser l'autoform et donc préciser tous les champs qu'on voulait dans notre formulaire pour que ça fonctionne. Alors, ouais, aujourd'hui, si tu veux générer un formulaire d'update, tu n'utilises pas QuickForm déjà, parce que c'est sûr que ça ne marchera pas. Tu utilises l'autoform, et puis pour la balise qui correspond au fichier, tu te l'as paluché à la main. Ouais. Mais bon, ça va être fait, ça va être fait bientôt. Ils sont assez réactifs. Alors voilà, maintenant on a inséré nos fichiers, c'est génial, mais maintenant on aimerait bien les voir. Donc voilà, grosso modo, vous allez créer un helper qui va vous renvoyer les images que vous avez insérées dans votre collection. Okay, donc ça c'est du Meteor assez classique. Et dans votre HTML, vous allez appeler cet helper, okay, on l'appelle ici, et qui va vous renvoyer toutes les images qui ont été insérées dans la collection file system. Et donc chaque objet a un paramètre qui s'appelle URL. Et donc vous avez juste à renseigner ça dans votre HTML sys.url et ça va aller faire le lien vers l'image. Et c'est pareil pour l'afficher. Donc vous l'affichez avec une balise image. Vous précisez que la source c'est l'URL. Vous précisez le store si vous avez plusieurs stores. C'est pas obligatoire. Et voilà, c'est automatique. Donc ça reste simple. Moi, je sais pas. Oui, voilà. En fait, pour une collection, imaginons une collection images. Tu peux avoir la collection images classique.
et puis redimensionner. Si tu veux avoir toutes tes vignettes en 60 par 60, bah, tu vois, tu as une collection, mais tu as plusieurs stores de manière à avoir tous tes fichiers au bon format. Et donc c'est génial. Par contre, là, on imagine que vous avez encore c'est quoi le package AutoSubmit? Autopublish, voilà. Donc si vous voulez l'enlever, il ne faut pas oublier c'est une collection classique. Hein. Donc c'est du pub-sub classique. Sur le serveur, vous publiez, et sur le client, vous souscrivez. OK. Et voilà, un petit peu de section. Alors j'espère que je ne vous ai pas perdu. Vous trouvez ça comment? Vous trouvez ça simple ou pas? Ouais. Enfin, c'est pas complètement. Enfin, ils sont en train de travailler dessus, donc c'est sûr que ça avance. C'est pas parfait. Voilà, c'est juste pas parfait. Donc là, on retrouve un élément qui est un élément de base dans Meteor. Tout à l'heure, il y avait une question qui dit. Oui. Alors, je reviens. En fait, il me faudrait la présentation de Vianney. Il avait un quick form qui permettait de générer tout le formulaire. Grosso modo, c'est ce qui est généré ici. Ok, c'est le name et le logo. Ça, c'est du quick form. Tu as juste une ligne, tu précises quick form en précisant la collection qui correspond à ton document. Ok, c'est généré automatiquement. Et tu as plusieurs types de quick form. Tu as le insert, l'update, certainement même le remove. Pour l'insert, il va te générer ce champ-là. Ok, impeccable. Pour l'update, il va te générer ce champ-là, mais vide, même si tu as déjà une image dans ta collection. Donc, imaginons, tu le gères automatiquement, tu fais un update, tu fais pas gaffe, tu remets pas le logo, il n'y a plus de logo. Bon, ça marche quand même. Je veux dire, si tu penses à remettre le logo, ça marche. Mais bientôt, je pense que c'est d'ici quelques semaines, hein, c'est pas plus, s'il y a déjà une image dans ton document, la balise elle sera renseignée, ce sera géré automatiquement pour pas que tu te retrouves avec un document vide. Ok. Donc là, c'est du classique. Tout à l'heure, il y avait une question concernant les vérifications un petit peu custom de certains champs. Même sans utiliser AutoForm ou simple schéma, c'était possible avant, puisque Meteor permet sur ses collections de définir les allow ou les deny, qui sont appelés avant l'insertion, l'update et le remove. Okay, et qui permettent de dire si vous acceptez ou pas cette insertion, cet update ou ce remove. Et donc dans ces fonctions-là, vous avez accès au document qui va être inséré, modifié, retiré, et vous pouvez faire toutes les vérifications que vous voulez. Et si y a quelque chose qui n'est pas bon, vous avez juste à renvoyer false ou de générer une erreur. Et l'erreur remontera au client et c'est à vous, côté client, de le gérer, mais vous pourrez récupérer l'erreur et l'afficher au client en indiquant, voilà, par exemple, tu as essayé d'insérer un document qui fait 16 Go, j'ai pas trop apprécié. Alors là, oui, bien sûr. Ouais. Là, grosso modo, c'est la collection file system. Donc effectivement, tu as accès à toutes ces données. Le nom, la taille, le type. Si tu veux gérer, par exemple, tu veux vérifier que tu veux gérer que des PDF, que le mec il t'insère que des PDF, tu peux tout vérifier. Donc ça, le insert, l'update et le remove, c'est classique. Par contre, collection file system a rajouté le download. Parce que vos clients, vos fichiers, ils vont pas seulement les insérer, les updater, les remove, ils vont aussi essayer de les voir, de les télécharger. Et donc avec cette fonction-là, vous pouvez gérer qui a le droit de télécharger vos fichiers ou pas. Alors, j'ai pas poussé. Non, mais c'est une question que je me suis posée, donc il faudra que je la creuse et puis je vous donnerai la réponse la prochaine fois. Aujourd'hui, je pense qu'on passe par le serveur. C'est-à-dire que c'est le serveur qui télécharge sur. Non, si, parce que S3 te permet d'avoir des clés, des accès temporaires. Donc tu pourrais très bien demander au serveur, donne-moi une clé temporaire pour aller chercher ce fichier-là sur mon bucket S3. Et si tu as le droit, il te génère l'URL. Si tu n'as pas le droit, il ne te la génère pas. Et tu ne passes pas par le serveur pour aller la télécharger. Il y a déjà des packages Meteor qui permettent de gérer ça, mais qui ne sont pas liés à AutoForm. Donc voilà, si on veut utiliser tout un ensemble d'outils qui fonctionnent bien ensemble, CFS, AutoForm, tout ça, à vérifier. Je pense pas qu'ils gèrent ce point-là. Mais voilà, s'il y en a un qui est intéressé pour faire un pull request
sur Collection File System S3 pour gérer ça, je suis sûr qu'ils accepteront bien volontiers. Donc voilà, je voulais vraiment insister sur la présence de base dans Meteor de ces 3 fonctions-là qui vous permettent de vraiment gérer la sécurité de vos collections de manière poussée, comme vous le désirez. Et effectivement, après, le fait d'insérer un schéma sur votre collection, ça automatise un petit peu tout ça et ça vous évite, vous, d'avoir à faire des vérifications manuelles, de vérifier vraiment tous vos documents et juste à de les rentrer dans une moulinette qui correspond au schéma. Donc ça, c'est simple. Mais si vous voulez mettre les mains dans le plâtre, vous pouvez y aller. En fait, c'est comme quand tu essayes d'insérer une collection sur ton client. Ton client, il va recevoir une erreur. Tu sais, quand tu fais un insert, tu donnes un callback, où tu lui dis un callback, il prend une erreur et un résultat, et il va récupérer une erreur. Donc à toi, côté client, quand tu récupères une erreur, d'afficher un truc à ton client, lui indiquant que c'est pas passé. Pourquoi ? Si tu génères une bonne erreur avec un bon message, le client il la raffichera. Et si c'est passé, voilà, de continuer un petit peu tout ça. Oui, c'est uniquement s'il a réussi à insérer le fichier sur le store qu'il considère que l'insert c'est bien fait. Tu poses des bonnes questions, toi. non, c'est une bonne. Non, mais alors, 2 choses. Je sais pas dans quel ordre, mais ce qui est sûr, c'est que c'est bien fait. Soit il a déjà inséré, mais si tu réponds faux, il va aller l'effacer. Soit il n'a pas encore inséré et il attend que tu l'insères pour dire que c'est bon. Non, c'est quand même bien fait. S'il y en a qui ont d'autres questions par rapport à ce slide. Oui. Alors, si effectivement on peut parler de CloudFront, pas de problème. Là, on a vu les tarifs avec S3 qui sont pas chers, du stockage. Après, on peut rajouter CloudFront derrière, enfin devant plutôt, qui est le CDN d'Amazon et qui vous permet d'avoir des temps de réponse très bons, très courts pour délivrer vos fichiers. Okay, donc, profiter du CDN d'Amazon comme ça. Et si on veut parler un petit peu plus des services d'Amazon, allons-y. Il y a aussi Glacier. Si vous trouvez que voilà, vous avez des fichiers, mais ça fait 4 ans, 5 ans que vous stockez tous vos fichiers, ça commence à peser, vous avez plein de clients, plein d'argent, c'est bien. Mais si on peut faire des économies, c'est cool. Si vous voulez archiver, il y a Glacier. Glacier, c'est encore moins cher. Par contre, vous n'avez pas accès à vos fichiers en claquant des doigts. Il faut vraiment faire une récupération des fichiers. Donc Glacier, c'est vraiment de l'archivage, mais c'est vraiment pas cher. Ouais. Tu récupères après. Ouais. Quand il a récupéré, quand il t'a remis à dispo les fichiers, quoi. Non, CFS pour l'instant aujourd'hui il gère S3. Après, c'est à toi de le gérer. Ouais, il le gère pas, mais voilà. Moi je dirais pull request. Ouais. Ouais, mais par contre, ce qu'il faut être sûr, c'est que ton application, elle va pas les réclamer parce qu'ils sont plus là, quoi. Donc après, il y a quand même une petite gestion à faire. Mais un petit pull request, c'est bon, ça. Donc, je vous ai présenté tout ça avec Morea. Moi, je travaille pour Morea. On est le partenaire numéro 1 d'Amazon France. On aide plein de sociétés à migrer leur infrastructure existante sur Amazon. Et on aide aussi des entreprises à créer leur infrastructure sur Amazon à partir de zéro. Donc voilà, quelques références. Aujourd'hui, pourquoi on sponsorise Meteor ? Parce que c'est une techno, on croit en Meteor. Et d'ailleurs, en ce moment, on cherche des stagiaires pour travailler avec nous sur Meteor en interne. Donc s'il y a des gens qui veulent faire des stages de minimum 3-6 mois avec nous pour travailler sur Meteor avec Moray et Amazon, écoutez, venez me voir après, ce sera avec plaisir. Donc voilà, maintenant on peut commencer les questions générales concernant toute la présentation, sauf si vous avez fini avec vos questions, mais n'hésitez pas. Alors, de toute façon, c'est subjectif tout ça, hein. Alors la question, c'est pourquoi Amazon ? C'est dur de répondre à ça, mais pour moi, à part Amazon, aujourd'hui, si on veut mettre une application dans le cloud, il y a plein de possibilités. Aujourd'hui, si on veut mettre une application dans le cloud qui fonctionne, c'est mieux de la mettre sur Amazon. Non, mais on a pas mal de retours de gens qui sont allés ailleurs et voilà, quand il y a des downtime de plusieurs heures sur d'autres fournisseurs et que ça paraît anodin pour ceux qui fournissent le service,
Nous, ça nous choque. Amazon, il n'y a pas de downtime. Non, mais il y a des zones de disponibilité. Et si ton application elle est vraiment faite pour être redondante, c'est géré. Il y a 2-3 ans. Ouais, voilà, moi, quand je te parle de downtime sur d'autres fournisseurs, c'était ces derniers mois. Et voilà, quand tu as des technos qui naissent, forcément, il y a des erreurs. Mais aujourd'hui, Amazon, c'est vraiment bien fait. Et pourquoi parce que c'est comme Meteor. Morea croit en les technos Amazon et en Meteor. Donc voilà, donc on travaille avec les technos dans lesquels on croit. Alors, il y a File System. Donc c'est en local. En local, ça ne veut pas dire que c'est forcément sur les disques durs de ton instance. Tu peux très bien monter un disque dur, une baie de stockage ou faire ce que tu veux avec. Ta grille d'FS qui insère dans ta base Mongo. Ouais, voilà, on est d'accord. Mais non, mais il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment. Après, j'ai pas la liste exhaustive. Moi, c'est ceux que je connais aujourd'hui. Mais il y a certainement plein de paquets, puisqu'il y a pas mal de gens qui travaillent autour de CFS. C'est plusieurs. Qui est derrière CFS? C'est plusieurs développeurs, dont le développeur qui fait Autoform. Mais ils sont 3-4 bien actifs, surtout en ce moment. Et il y a pas mal de pull requests de plein de gens. Donc quand tu regardes les contributeurs sur les projets CFS, quels que soient les packages ou Autoform, tu vois qu'il y a pas mal de gens qui travaillent dessus et qui l'utilisent. Quand tu vas sur Atmosphere et que tu cherches CFS, quand tu vois le nombre de downloads, tu te dis ouais, bon, il y a pas mal de monde qui l'utilise. Est-ce qu'il y a une alternative? Moi, j'en ai pas trouvé. Enfin, j'en ai pas vraiment cherché non plus. Je sais que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un an, j'avais regardé, ça m'avait pas plu. Et ça fait que quelques mois où j'ai remis les mains dedans parce que j'ai vu que c'était un petit peu lié avec Autoform, que ça permettait de générer pas mal de choses automatiquement. Et où je me suis aperçu que voilà, c'était plus grille d'FS only et donc inséré dans Mongo, mais que c'était vraiment un petit peu plus ouvert. Et où je m'y suis intéressé. Et voilà, vraiment aujourd'hui, j'utilise ça pour tous mes formulaires, avec fichier, pas fichier. La grille d'FS que pour les fichiers. Hein. Grille d'FS. CFS que pour les fichiers, mais Autoform, j'utilise pour quasiment tout. Quoi. C'est tout bon? Ouais, une autre. Ah bah attends. Alors moi, j'ai pas de nom de site, mais il y a des sites qui permettent... Est-ce qu'aujourd'hui, on trouve du travail en freelance Meteor? Il y a des demandes en tout cas, ça c'est sûr. Après, aujourd'hui, le problème c'est peut-être que d'un côté il y a des demandes, de l'autre côté il y a des gens qui sont capables de répondre à la demande, mais ils ne trouvent pas des contacts. Donc, mais il y a des sites qui permettent de faire des demandes de développement Meteor. J'en avais consulté il y a quelques mois, mais là j'en ai pas. Je sais pas si Vianney, tu as des noms de sites qui permettent de faire ça. Enfin, moi j'en ai vu, donc c'est sûr il y en a, mais j'ai pas de nom. Mais en tout cas, ça existe. J'ai jeté un coup d'œil il n'y a pas hyper longtemps en fait sur Hopwork, je sais pas si tu connais. Ça commence en fait, je crois que là il y a 4-5 devs Meteor qui se sont mis dessus. Donc c'est le début. En tout cas pour les sites, les 2-3 sites que j'ai un peu regardé il y a 2 semaines, ça commençait à émerger. Donc on est au début en fait en France de tout ça, mais les signaux sont là, donc je suis pas, à titre perso, hyper inquiet sur le fait que ça va arriver dans les 3 mois qui viennent, et ça va devenir beaucoup plus naturel un peu partout. Ok, donc là on m'indique que quelqu'un a été contacté après le Meteor Day. Donc voilà, venez au Meetup Meteor si vous voulez trouver du travail, ça marche bien. D'autres questions? Non? Eh ben on va laisser la place au 3e speaker, je vous remercie. Ok, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Maxime Candal et je vais vous parler de Meteor et de sécurité. C'est une question qui revient souvent. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est toi qui m'as posé la question de sécurité la dernière fois que je suis venu parler, peut-être. Du coup, je te dédie ce talk. C'est une question qui revient souvent, légitimement, parce que on a parfois, surtout pour les débutants qui commencent dans Meteor, on a l'impression de ne pas bien savoir exactement ce qu'on fait. On tape un peu des commandes dans le navigateur, dans le serveur. Tout se met à jour de manière tout seul, ça marche. Mais la question, c'est est-ce que c'est sécurisé? Ça se pose d'autant plus légitimement que l'actualité nous rappelle à chaque fois qu'il y a pas mal de problèmes de ce point de vue-là. Il y avait la faille d'Adobe, 150 millions de comptes piratés. Sony, 4 films, ça date d'il y a quelques jours, ça. Plus
plein de trucs, des scripts de films même pas encore publiés au cinéma, enfin, l'enfer. On a Apple avec iCloud, et donc à chaque fois, vous avez des gros dommages assez significatifs pour vos utilisateurs et pour vos utilisatrices. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut réussir, nous, là où Apple échoue, comment est-ce qu'on peut réussir à sécuriser les photos de nos utilisatrices? Dans un élan d'originalité, je vais vous faire un plan en 3 parties. Je vais vous parler d'architecture, donc l'architecture générale d'une application Meteor. Et le but, c'est d'avoir un modèle théorique qu'on peut garder en tête quand on développe, pour pas s'éparpiller. On va utiliser ce modèle pour sécuriser le serveur. Le serveur, ça va être super important, évidemment, puisque c'est un environnement privilégié qui, notamment et en particulier, peut écrire et lire de la base de données, la vraie, celle qui est sur le serveur. Donc il faut qu'il n'y ait absolument aucune faille de ce côté-là. Et ensuite, protéger le client, car même si le client ne possède pas la vraie base de données, il y a quand même des vecteurs d'attaque qui sont possibles si on arrive à exécuter du code dans un navigateur. Architecture. Déjà une petite remarque qui est que vous allez utiliser Meteor. Meteor s'appuie sur Node.js côté serveur. Pour exécuter du code, Node.js s'appuie sur V8. Par ailleurs, Meteor utilise MongoDB comme base de données, et MongoDB permet également d'utiliser du code JavaScript en utilisant non pas V8 mais SplitterMonkey. Tout ça s'exécute en général sur un système d'exploitation, donc vous avez un noyau et vous avez sur ce système d'exploitation tout un tas d'applications que vous n'avez ni lues ni écrites et que vous ne comprenez pas pour faire des requêtes HTTP, pour faire du SSH, pour faire tout un tas de choses. Et dans ces millions de lignes de code-là, il y a potentiellement des failles. Par ailleurs, vous allez utiliser des paquets tiers. On vous a présenté tout à l'heure les paquets Simple Schema, Collection 2 et Autoform. Quand je les ai regardés un peu après qu'ils aient été lancés, c'était l'année dernière, un peu pendant l'été de l'année dernière, le fait d'ajouter ces paquets-là vous exposez des failles de sécurité. Donc il ne faut pas ajouter n'importe quel paquet quand vous allez ajouter des paquets Meteor. Les paquets qui sont bien notés dans la communauté, qui sont vraiment les plus en vue, les choses comme Iron Router et les choses comme ça ne pose pas de problème. Mais fondamentalement, ajouter un paquet, ça veut dire ajouter du code que vous n'avez pas écrit. C'est comme copier-coller du code que vous avez pris d'Internet et puis l'exécuter, quoi. Donc vous allez faire ça sur un serveur, vous allez faire ça sur vos applications côté client. Donc c'est bien de regarder ce qu'ils font. Et nous, moi je vais juste vous parler de comment on fait pour sécuriser votre application. Mais il faut garder à l'esprit que parfois là-dedans, il y a des failles. Heartbleed, Shellshock, rien que cette année, et c'est tous les ans pareil. Vous avez toujours des failles. Donc, quoi qu'il en soit, vous devez être capable de mettre à jour votre application Meteor rapidement, en quelques heures. Par exemple, là, on a vous êtes tous au courant que la version 1 de Meteor est sortie. Il y a eu une mise à jour de sécurité qui est la 1.0.1. Et Vianney a développé un petit robot, un petit scrapper qui va observer toutes les applications Meteor, et parmi les informations qu'il récupère, il récupère les versions dans lesquelles sont déployées ces applications. Et vous avez un nombre significatif d'applications qui n'ont pas fait les mises à jour de sécurité vers Meteor 1.0.1. La faille étant connue, et le fait que ces applications utilisent une version obsolète ou possédant une faille de sécurité de Meteor est connu aussi, donc vous vous exposez à des risques. Donc, si vous hébergez vous-même votre application, que ce soit une faille sur un système ou que ce soit juste Meteor ou que ce soit un paquet ou quoi que ce soit, dès que vous avez une mise à jour de sécurité, vous devez être capable de mettre à jour votre application. Donc moi, comme je l'ai dit, je vous parle juste de la partie là-haut qui est de sécuriser votre application et pas de tout le reste. Donc le modèle, c'est un modèle assez simple, vous l'avez tous en tête, c'est un modèle client-serveur, le client fait une requête, le serveur retourne une réponse. Potentiellement, vous avez plusieurs clients et vous avez des clients qui ne vont pas forcément exécuter le code que vous leur avez envoyé. Ils peuvent écrire du code directement dans la console, et avec Meteor, on peut faire pas mal de choses directement dans la console, ou alors ils peuvent même créer des requêtes à partir de rien, dans un environnement qui n'a alors plus rien à voir avec un navigateur, et c'est symbolisé par ce petit alien que vous voyez là. Du coup, principe de sécurité générale qu'on a à l'esprit, c'est que le serveur ne doit jamais faire confiance au client. Donc l'exemple, qui est le même que celui qu'on vous a donné tout à l'heure, si on fait une insertion dans une collection,
et qu'on insère la date, et ben, le client, en fait, il n'est pas obligé d'exécuter le code que vous lui avez envoyé. Et donc, il est tout à fait libre d'antidater, de mettre une date qui n'est pas la date à laquelle il a écrit le message. Donc, il ne faut pas faire ça. Une petite remarque avant de voir concrètement comment on va impliquer quelles sont les conséquences concrètes de ce principe général pour une application Meteor. Petite remarque d'architecture qui est que Meteor utilise 2 protocoles distincts pour communiquer entre un client et un serveur. Donc le HTTP qui est seulement utilisé comme protocole de distribution et DDP comme protocole de communication. Cette distinction claire entre les 2 protocoles vous évite déjà un certain nombre d'erreurs d'étourderie. Vous avez par exemple sur des sites qui ne font pas cette distinction si claire entre ces 2 protocoles, des architectures telles qu'un client qui va faire une requête au serveur, le serveur lui renvoie du contenu HTML et le client va directement intégrer le contenu HTML dans la page. Sauf que ça veut dire exécuter du code qu'on nous a envoyé directement. Vous n'allez pas faire ça avec DDP parce que vous recevez directement des données, vous recevez du JSON en gros, ou des données. Et donc, il n'y a pas de risque de confusion. Vous éliminez tout le risque de confusion entre du code et des données. Et donc, vous n'allez pas vous mettre à exécuter des données, par exemple, parce que ça n'a aucun sens d'exécuter quelque chose que vous savez ne pas être du code. Donc cette séparation-là, vous n'avez pas forcément besoin d'y penser beaucoup, mais enfin, c'est quand même un bon point. Donc, côté serveur, comment on fait pour protéger notre serveur? Évidemment, la première chose à faire, bon là ça s'adresse à ceux qui ont déjà fait du Meteor, on enlève le package insecure qui, comme son nom l'indique, n'est pas très sécurisé, et le package autopublish. Ces 2 paquets, ils sont seulement là pour accélérer le prototypage, accélérer le développement rapide d'une application bac à sable. Il ne faut pas qu'il soit déployé en production. Même si vous n'utilisez pas de collection, parce que donc ça a trait aux collections, donc à la base de données, même si vous n'utilisez pas de collection, il faut enlever le package insecure parce que d'autres paquets sont susceptibles de repérer que vous êtes en mode insecure et donc d'avoir des comportements qui ne sont pas sécurisés puisque vous spécifiez explicitement que vous voulez ne pas être sécurisé. Donc il faut absolument les retirer. Et encore une fois, dans le scrapping de Vianney, vous avez un certain nombre d'applications en production, je n'ai pas les chiffres en tête, peut-être qu'il les a, qui utilisent au moins l'un de ces 2 paquets. Donc voilà. Ensuite, les règles allow et deny, les autorisations et les interdictions. Donc le modèle, encore une fois, c'est encore pour l'instant assez basique, mais donc vous définissez des règles de manière centralisée au niveau de la collection, en appelant l'une des 2 méthodes, la méthode allow et la méthode deny. Ces méthodes sont appelées à chaque fois qu'une opération sera effectuée depuis le client sur la base de données. Donc si mon client utilise ma collection et fait par exemple une insert, au niveau du serveur pour la validation, on va regarder la règle qui est définie ici, pour l'insert. De la même manière, vous pouvez faire des règles deny. Le règle avec une règle allow, c'est que il faut que la règle allow retourne vrai, true, et que deny, il ne faut pas qu'elle retourne false. Un des petits trucs qui peut être source de confusion quand même, c'est quand c'est la possibilité que vous avez d'appeler ces règles-là plusieurs fois. Par exemple, vous pouvez, si vous avez une collection donnée, vous pouvez avoir, au début, vous allez autoriser ça, et puis vous allez rajouter donc, une exception particulière. C'est ce qui est fait là d'ailleurs, plus ou moins. En gros, on dit qu'on a le droit de mettre à jour si on est l'utilisateur, doc owner égale user ID, donc si c'est notre document à nous. Par contre, on a le droit de faire cette mise à jour seulement, non, c'est pas là, mais par contre, on pourrait rajouter une règle qui est qu'on a le droit de mettre à jour le document, mais on n'a pas le droit de changer l'utilisateur. On n'a pas le droit de changer le possesseur, l'honneur, le propriétaire de ce document. Donc de rajouter des règles supplémentaires. Et donc vous allez potentiellement avoir plein de règles. C'est pas forcément vous qui les aurez toutes écrites d'ailleurs. Des packages comme ceux qu'on a vus tout à l'heure, collection 2 par exemple, ils rajoutent des règles. Et donc ça a des conséquences. Le modèle, c'est celui-là. Vous avez un bel histogramme. En gros, on commence par vérifier toutes les règles deny. Et s'il n'y en a aucune qui retourne faux, alors on va vérifier toutes les règles allow. Et il faut qu'il y en ait au moins une qui retourne vrai. C'est ce qui est écrit là.
Normalement, de chaque carré, il y a une flèche verte pour oui, une flèche rouge qui sort. Je ne crois pas que ce soit la visualisation la plus claire, mais enfin, c'est quand même potentiellement une source de confusion. Notamment pour la connexion, pour la collection Meteor Users, qui est par défaut dans Meteor et qui contient vos utilisateurs. Donc elle contient des données importantes. Donc il ne faut pas faire de bêtises avec, pas plus qu'avec les autres, mais enfin pas moins. Et le sujet, c'est que cette collection possède un certain nombre de règles d'autorisation prédéfinies. En particulier, le droit pour un utilisateur de modifier le champ de son document, le champ profile, et de modifier tout ce qu'il veut à l'intérieur de ce champ. Ici, on a quelqu'un qui va écrire du code dans son application et il va mettre allow, et pour chaque opération, insert, update, remove, il retourne simplement faux. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut dire, OK, j'interdis de modifier quoi que ce soit, de faire ni une insertion, ni une modification, ni une suppression. Le code est super clair, seulement il ne marche pas. Pourquoi? Parce que, comme on peut le voir dans cet histogramme décidément bien utile, il suffit qu'une seule règle allow retourne vrai, retourne true, pour que l'opération soit acceptée. À partir du moment où vous en avez une qui existe quelque part dans votre base de code qui retourne vrai, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez qui retourne faux, ça ne va rien changer. Donc dans ce cas-là, si vous voulez vraiment interdire aux utilisateurs de changer quoi que ce soit dans les documents sur la collection utilisateur, et que vous avez à côté déjà une fonction qui l'autorise, vous devez utiliser deny. Et donc deny est retourné vrai à chaque fois. Et donc ça ne marche pas. La première version et la deuxième version, elle fonctionne. C'est une source de confusion quand même. Il faut faire un petit peu attention. Les règles allow et deny, elles sont vérifiées simplement pour ce qu'on appelle les contextes non sécurisés. Contexte sécurisé, contexte non sécurisé. En gros, contexte sécurisé, en première approche, ça va être le code serveur, parce que le code serveur, il est verrouillé, vous savez ce que vous exécutez dessus. Donc c'est ce qu'on va considérer comme un contexte sécurisé. Contexte non sécurisé, ça va être tout le reste. Il y a juste une exception à ça, c'est les méthodes. On va considérer que les méthodes sont des contextes sécurisés. C'est notamment pour ça que, bon, encore une fois, c'est pour ceux qui connaissent un peu mieux le framework, mais vous avez des restrictions qui sont imposées sur les commandes que vous pouvez faire avec Minimongo. Par exemple, si vous faites un update, vous ne pouvez modifier qu'un seul document à la fois. Ce n'est pas possible de modifier, par exemple, tous les utilisateurs qui ont plus de 10 points pour leur faire une opération dessus. Et ça, c'est une restriction qui est liée au contexte non sécurisé. Et cette restriction, elle n'est pas là dans les méthodes. Donc, les méthodes vont être un moyen parfois utile, même assez souvent utile, pour mettre à jour les collections, plutôt que le faire directement par Minimongo. Et donc, surtout le point de ce truc-là aussi, c'est que quand vous faites par une méthode, les règles allow et deny ne sont pas vérifiées. Quand tu parles des méthodes, tu parles des méthodes que tu appelles côté client, qui sont côté serveur, c'est les remote, les méthodes remote. Ouais, les méthodes, c'est donc l'équivalent d'un remote procedure call. Et donc, effectivement, elles sont utilisées pour la compensation de latence, donc elles existent une version sur le serveur, une version sur le client. Mais à la limite, dans ce cadre-là, si on s'en fiche pas en fait. Donc c'est les méthodes, c'est ça, c'est meteor.methods. Et c'est des fonctions simplement. Ouais, RPC. Concrètement, l'application de l'idée qu'on ne fait jamais confiance au client, ça veut dire qu'il va falloir savoir, dans mon code serveur, dans toutes les fonctions que j'ai, dans mes milliers de lignes de code, où est-ce que j'ai des données qui arrivent du client, des données non fiables. Il n'y a que 3 endroits dans Meteor où je vais avoir des données à vérifier. Et il va falloir absolument les vérifier systématiquement dans ces 3 endroits. Ces 3 endroits, c'est les méthodes. Les méthodes, donc on a dit, c'est des fonctions, elles reçoivent des paramètres. Ces paramètres sont envoyés par le client et donc il faut systématiquement vérifier les paramètres que vous recevez dans une méthode. Les publications. Donc on a parlé du modèle de publication-souscription. C'est possible de souscrire à une publication en mettant des paramètres. En disant par exemple je veux souscrire à tel utilisateur et en donnant l'identifiant de l'utilisateur. Pareil, cet identifiant, vous attendez peut-être à ce que ça soit une chaîne de caractères, mais potentiellement, ce n'est pas une chaîne de caractères. Et les autorisations, donc c'est les règles allow et deny qu'on a vues. Pourquoi il faut vérifier? Parce que potentiellement, vous avez des entrées malicieuses, des méchantes entrées, qui peuvent arriver là.
Là, c'était le code qui était dans l'application Vegas qu'on a repris ce week-end pour faire le site de la communauté parisienne de Meteor. Et donc, vous avez peut-être vu dans le site, vous avez un système de points. Chaque utilisateur a des points. Le but, c'est d'avoir le plus de points possible. Et donc, ces points, il ne faut pas que vous puissiez les mettre à jour tout seul. On veut vous interdire de mettre à jour votre compteur de points. Et donc, ils avaient écrit cette règle-là. Ils ont dit, OK, on va vous interdire. Si jamais vous voulez faire un update, on va vous interdire de faire telle modification. Donc, on ne veut pas que dans le modifieur, donc l'opération que vous allez faire, vous changiez, vous faites un $set de profile.point. Points, in English. Sauf que, en fait, ça ne marche pas. Ouais, voilà. On s'est amusé. En fait, ils ont supposé implicitement, sans vraiment s'en rendre compte, que la seule manière de modifier le compteur de points, c'était d'utiliser l'opérateur set. Mais en fait, il n'y a pas que ça dans MongoDB. Vous avez possibilité de modifier une valeur en utilisant autre chose. Donc là, ici, on a utilisé un incrément. Il fallait quand même garder un champ set pour lui faire plaisir, sinon là, ça lui faisait une erreur. S'il prend un $set de modifieur et qu'il n'y a pas de $set, ça fait une erreur côté serveur. Mais bref, vous avez une entrée d'un utilisateur. Et là, je me suis renommé et je me suis donné pas mal de points. Et donc, sur le site de Las Vegas ce week-end, vous aviez l'utilisateur numéro 1 qui était sur la page d'accueil et qui était la mascotte de Las Vegas en termes de Meteor, qui était Dark Vador, avec pas mal de points. D'autres formes d'entrée donc ça, c'est les entrées malicieuses en ce qui concerne les fonctions allow et deny. Au niveau des fonctions de publication, et ça va être la même chose pour les méthodes, vous avez aussi des paramètres là qui viennent d'ailleurs. Ici, dans l'exemple, c'est une fonction de publication et on veut retourner l'ensemble. Oui, on peut imaginer que c'est un système de partage. Donc, je sais pas, vous avez des collections, des images et vous pouvez la partager en donnant un lien à quelqu'un. C'est une image secrète, mais simplement, il peut quand même y accéder s'il a le lien particulier pour accéder à cette image. Et donc, en fait, dans le lien, il y a une clé secrète, on va dire un password ou quelque chose comme ça. Et ensuite, la personne fait une souscription et dit OK, je voudrais souscrire à l'image secrète dont l'identifiant secret est tel identifiant qu'on m'a donné. Et derrière, on fait une requête dans la base de données. Quelqu'un sait comment on peut hacker ça? Quoi? Ouais, on fait un subscribe, mais derrière, on va donner un identifiant. Et comment est-ce qu'on pourrait réussir à récupérer les images secrètes sans en connaître les identifiants? Une expression régulière Plusieurs souscriptions, oui. Une brute force, ça peut marcher, effectivement. Il y a une manière un peu plus élégante, c'est d'utiliser un objet. Donc, NE, ça veut dire not equal. Et donc, vous allez souscrire en donnant cet objet, en disant not equal ABC. Et donc, en fait, ce qui va être exécuté, ça va être mes images find, toutes les images dont le secret n'est pas ABC. Donc, vous allez probablement toutes les récupérer, sauf peut-être s'il y en a une qui s'appelle ABC, auquel cas il faudra réessayer ABC, mais donc, c'est pas sécurisé. Il va falloir vérifier toutes nos entrées dans les 3 endroits, les méthodes, les autorisations et les publications. Les 3 endroits où vous pouvez avoir des données des utilisateurs, il va falloir vérifier ce que l'utilisateur vous envoie. C'est ce qui est utile là, utiliser des filtres. Le principe qu'on va se donner, c'est qu'on filtre toujours avec des listes blanches et pas avec des listes noires. Parce que si vous filtrez avec des listes noires, vous allez oublier des cas. Par exemple, nos amis de Vegas qui ont oublié qu'on pouvait modifier une variable autrement qu'avec un $set. Et donc, ça n'a pas marché leur truc de sécurité. Donc, on liste tous les cas possibles. Et c'est beaucoup plus fiable de mettre des listes blanches. Pour faire ça, on pourrait le faire à la main. C'est-à-dire, comme dans pas mal d'environnements, vous regardez l'entrée et puis vous testez son type, ces choses comme ça. Meteor vous donne une bibliothèque pour faire ça parce que c'est vrai que le typage de JavaScript n'est pas le... Voilà. Alors, du coup, vous avez une bibliothèque. C'est une fonction check qui est dans l'environnement global que vous pouvez utiliser partout. Elle prend 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est la variable que vous voulez tester.
Et le deuxième paramètre, c'est le format de la chose à tester. Et donc ça, les checks, vous devez les mettre partout où vous avez des données utilisateurs. Là, donc, oui, c'était notre histoire de secret image. Donc, pour empêcher quelqu'un d'envoyer un objet qui serait l'objet qu'on a donné, la not equal ABC, en fait, on va vérifier que simplement la fonction qu'on a reçue, c'est bien une chaîne de caractères. Si jamais quelqu'un venait à faire une souscription et donner quelque chose ici qui ne serait pas une chaîne de caractères, le serveur retournerait une erreur et s'arrêterait directement ici, ça ferait une exception ici. L'API check est assez complète, elle vous permet vraiment elle est assez élégante et assez sympa à utiliser, et pas très compliquée d'ailleurs. Ici, on va checker un message, donc un objet. Donc vous voyez que c'est possible de checker des objets. Il a 3 attributs, un texte, un timestamp et des tags. Le texte, vous pouvez mettre string, donc là c'est un type par défaut de JavaScript. En fait, n'importe quel constructeur marche. Donc si vous avez une fonction qui construit, je ne sais pas, par exemple, moment.js, vous voulez un objet qui représente moment.js, et vous faites un new moment.js. Donc là ici par exemple c'est un new date. Donc n'importe quel objet constructeur peut être un test. Ça marche aussi avec les listes. Donc si vous voulez dire une liste de chaînes de caractères, donc dans l'exemple là c'est pour la liste des tags. Et match optional pour dire que ce champ-là n'est même pas obligatoire. Donc ça veut dire simplement le tag, c'est un champ optionnel, et s'il y est, il faut que ça soit une liste de chaînes de caractères. On peut faire d'autres choses, on peut implémenter ses propres conditions. L'API est détaillée complètement dans la documentation, qui est par ailleurs de très bonne qualité. Donc voilà. Et donc après, une fois que vous avez fait votre check, vous faites quelque chose avec cette requête et vous êtes sûr du message que vous avez reçu. Encore une fois, il faut faire ça dans les méthodes et dans les publications et dans les souscriptions. Vu que vous allez l'oublier, il y a un paquet qui s'appelle Audit Argument Checks. Et si vous l'ajoutez, Meteor automatiquement va faire une erreur si jamais vous ne faites pas les checks. Ça se fait au moment de l'exécution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'analyse statique pour regarder statiquement votre code et voir que vous faites un check, mais si au moment de l'exécution vous appelez une méthode ou vous appelez une publication et que cette méthode ne fait pas les checks de sécurité sur les entrées qu'on lui donne, même si ce que vous faites est valide, mais parce que les checks n'ont pas été effectués, ce package-là va en gros vous faire retourner une exception. Donc en gros, ça vous empêche d'appeler des méthodes dont les arguments ne seraient pas vérifiés manuellement avec ce check en liste blanche. Donc il faut le mettre, pareil, pour toutes les applications en production, si vous êtes sérieux. Et à propos de la version 1.0.1 qui est sortie, en fait c'est ça. C'est une des entrées utilisateurs qui n'avait pas été checkée. Nous, en fait, on a une API qui est exposée, qui est assez propre, et donc c'est pour ça qu'on n'a que 3 endroits assez clairs où on sait qu'on va avoir des données utilisateurs. Par contre, du côté de Meteor, qui est en gros la couche en dessous, un peu plus bas niveau, potentiellement, il y a d'autres endroits où vous allez avoir des données utilisateurs. Et en fait, ils avaient oublié de checker à un moment donné. Et donc, c'est pour ça que vous avez cette correction de sécurité, et que ceux qui ne l'ont pas fait ont une faille de sécurité. J'ai ma souris au milieu depuis le début. Excuse-moi, tout à l'heure, tu as parlé des méthodes, Ouais. de l'application et de la souscription. Ouais. Tu checkes dans les subscriptions. Dans les souscriptions, c'est possible de le faire. Le audit argument check, en fait, va pas checker que tu le fasses. Le package audit argument check vérifie que tu mets un check pour les méthodes et les publications. Et les publications, ouais. Pour les autorisations, il y a des données utilisateurs, c'est ce qu'on a vu avec le site de Vegas, et il faut aussi vérifier que les données d'utilisateurs sont du format que tu attends. Donc tu peux utiliser check, mais c'est pas obligatoire parce que l'API qui t'est fournie, en gros, par exemple, pour une modification, tu as le champ fields, qui est l'ensemble des champs qui ont été modifiés. Et donc c'est assez simple de vérifier que, par exemple, on ne va pas modifier un champ que tu ne veux pas qu'on modifie. Donc c'est pour ça que tu n'es pas obligé d'utiliser check. En tout cas, audit argument check ne t'oblige pas à utiliser check. Je ne sais pas si c'est des belles phrases, mais
Mais toujours est-il qu'il y a des données utilisateurs et que potentiellement, à chaque fois qu'il y a des données utilisateurs, elles ne sont pas du format que tu attends. Donc, il faut spécifier sous forme de liste blanche, y compris donc, dans les autorisations, qu'elles soient du bon format. Ah non, c'est côté client, non, il y a non. Non, c'est côté serveur. Tout ça, c'était côté serveur. Ah, j'ai dû bafouiller. Côté serveur. Côté client maintenant. Même si votre serveur est sécurisé, qu'il n'y a aucun moyen d'accéder à des données, qu'il n'y a aucun moyen de voler des données, vous avez des failles de sécurité qui existent côté client. Je vais juste revenir sur le truc que je vous ai dit au début, qui est la séparation en deux protocoles, donc HTTP et DDP. En fait, ça, rien que ça, intrinsèquement, ça vous protège déjà d'un certain type d'attaque, parce que le protocole DDP, il a une persistance d'état, stateful, et donc, oui, pour tout ce qui est authentification. En fait, dans un modèle HTTP classique, si vous faites une application en PHP, ce qui est une bonne idée, vous vous authentifiez, donc vous faites une requête HTTP POST, et ensuite le serveur vous oublie, il ne sait plus qui vous êtes. Donc soit vous vous authentifiez pour chaque page que vous voulez recharger, en termes d'expérience utilisateur, c'est pas ce qui se fait de mieux, soit la solution qui est en fait adoptée par tout le monde dans ces cas-là, c'est de dire le serveur en fait va vous donner un jeton d'authentification, donc que lui seul connaît et que vous seul connaissez. Et après, à chaque fois que vous voulez vous connecter, vous montrez ce jeton d'authentification. Concrètement, il est mis dans un cookie, ou il peut être mis dans l'URL pour les navigateurs qui n'acceptent pas les cookies. Mais l'idée générale, c'est que vous allez donner ce jeton d'authentification pour vous réauthentifier à chaque fois, en fait. Et le risque qui est avec ça, est-ce que je l'ai mis? Oui. C'est qu'il y a une possibilité de vol du jeton d'authentification. C'est-à-dire que si quelqu'un se met sur la route, arrive à découvrir votre jeton d'authentification et à le lire, eh ben, il peut faire des requêtes, lui, et en donnant ce jeton, le serveur va accepter ces requêtes, et donc il va vous voler votre connexion, il va pouvoir faire toutes les choses que vous pouvez faire sur votre compte. Donc si vous êtes administrateur du compte, ça peut poser problème, et même si vous êtes un simple utilisateur. Meteor donc est immunisé face à ces attaques, parce que DDP, vous avez une connexion qui est persistante. Donc le protocole de transport de DDP, c'est WebSocket de manière générale. Ça peut aussi se faire sur du HTTP long pooling, mais à la limite, on s'en fiche. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que DDP, on a une persistance de l'état, et donc vous allez vous connecter, vous authentifier au début de la connexion, et après, c'est terminé. La connexion reste ouverte, et donc le serveur sait que c'est vous. Et si jamais vous voulez ouvrir un nouveau navigateur, ou ouvrir la même connexion autre part, vous êtes obligé de vous réauthentifier, il n'y a pas d'histoire de jetons. Donc tout ça pour dire que vous n'avez pas d'attaque CSRF, Cross-Site Request Forgery. XSS. Ça c'est sur Twitter, ça date d'il y a 2 mois je crois. C'est une attaque XSS, donc le principe, je pense que vous le connaissez, mais en gros, on arrive à exécuter du code dans le navigateur. Ici, sur ce site de Twitter, encore une fois, c'est il y a 2 mois, donc même Twitter, qui est pourtant une entreprise sérieuse. Ici, on fait un Unmooth Alert XSS. Évidemment, un alerte, c'est pas bien méchant, mais on pourrait très bien décider d'envoyer toutes les données que le client possède. On regarde ce qu'il a dans sa base mini-mongo locale, et puis on l'envoie au méchant attaqueur. Meteor, en fait, a une protection de base intégrée par défaut, et qui est dans les templates. Donc ça, c'est la manière moustache que vous avez d'afficher des templates. Et vous pouvez le faire, la manière normale de le faire, c'est avec une double moustache. En fait, quand vous le faites avec une double moustache, Meteor va automatiquement échapper ces 6 caractères, en les remplaçant par leurs équivalents non dangereux ici. Ce qui veut dire que en fait, vous n'avez pas de risque à ce niveau-là, parce que personne peut venir ajouter une balise de script, ouvrir une balise de script et exécuter du code, comme ça. En revanche, si vous utilisez les triples incollades, cette opération-là d'échappage ne va pas être effectuée. Donc vous utilisez les triples incollades seulement quand, vous avez envie d'afficher du HTML, ça veut dire que vous avez dans votre base de données, par exemple,
un message qui est formaté en HTML et donc vous ne voulez pas afficher les balises HTML, mais vous voulez vraiment l'afficher comme du HTML, interpréter l'HTML. Mais donc, vous devez être sûr d'où provient ce message. Si vous ne l'êtes pas, le code qui est là sera exécuté. Donc, si quelqu'un vous met un script dedans, le contenu du script sera exécuté. Donc, de manière générale, il faut utiliser les doubles incollades et seulement dans quelques cas particuliers, vous allez utiliser les triples incollades, sachant qu'à chaque fois, c'est potentiellement un risque. Et donc, c'est comme dans les langages, je ne sais pas si vous connaissez Rust, c'est un mode unsafe. Donc là, en gros, c'est un alerte rouge et quand vous cherchez des failles de sécurité, tous les cas comme ça, il faut bien vérifier d'où viennent les données. Meteor est immunisé par défaut contre ça. Ceci dit, il y a quand même des petits cas particuliers. Si vous utilisez ce genre de choses, pour vous dire la vérité, j'ai jamais vu ça dans une application Meteor, mais pourquoi pas. Quelqu'un qui utiliserait un attribut onMouseOver de cette manière, en mettant des moustaches là, bah même si là le code va être échappé, c'est-à-dire qu'on va remplacer les signes inférieurs, supérieurs, les guillemets, tout ça, bah ici ça va rien faire parce qu'en gros vous lui dites d'afficher dans ça, enfin d'évaluer quelque chose qui de toute façon va être exécuté. En fait on fait jamais ça parce que de toute façon la gestion des événements est gérée en JavaScript par Meteor, donc vous le gérez sur l'objet template. Donc ça c'est en fait c'est pas un vrai risque, sauf si vous avez vraiment envie de vous faire attaquer. Il y a un autre cas, par contre, qui peut être un risque, et qui est les liens. Est-ce que vous savez comment on peut faire pour exécuter du code, même en ayant l'échappage ou la sécurité qu'on a, pour exécuter du code à cet endroit? Quelqu'un? Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on peut faire pour exécuter du code ici? C'est-à-dire que, imaginez que je sais comment choisir la variable mon URL. Est-ce que vous savez comment on fait pour exécuter du code là? Alors on pourrait essayer de fermer le href, simplement le guillemet fermant, il est échappé, donc au final il ne va pas être interprété. Pardon? On peut renvoyer vers un script. On peut mettre un script inline en fait. Donc c'est JavaScript de point. Et là, vous allez mettre le code JavaScript à exécuter. Simplement, le problème que vous avez, c'est qu'encore une fois, vos guillemets, vos quotes et compagnie sont échappés. Et donc si par exemple, vous avez envie d'effectuer un vol de données, et vous avez envie de les envoyer sur le serveur, bah, vous êtes bien obligé d'écrire une chaîne de caractères. Et est-ce que vous savez comment on peut faire pour écrire une chaîne de caractères sans guillemets? Est-ce que quelqu'un a déjà fait des injections SQL? Ouais. En SQL, on a ça, c'est une fonction char. On donne simplement la liste des codes ASCII de chaque caractère. Et cette fonction-là vous retourne une chaîne de caractères sans que vous n'ayez besoin de mettre des guillemets. On a la même chose en JavaScript. String from char code. Vous donnez la liste des caractères à utiliser. Et dans tous ces caractères-là, il n'y en a aucun qui va être remplacé. Et donc, vous allez pouvoir écrire n'importe quel script de votre création et l'exécuter dans du JavaScript. Et donc, après, vous n'avez plus qu'à faire un eval du code qui est là pour évaluer n'importe quel code, même s'il y a une fonction soi-disant pour protéger. Ce code-là sera exécuté au moment du clic sur mon URL. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire des listes blanches et pas des listes noires, parce que si vous dites simplement, je ne sais pas, il ne faut pas qu'il y ait telle chose, vous allez oublier qu'en fait c'est possible de mettre un JavaScript devant, et ce ne sera pas un format d'URL que vous avez prévu, simplement ça va permettre aux gens d'exécuter du code. Sur le hover, il peut y avoir la même chose, effectivement, sauf que, en général, dans une application Meteor, il n'y a pas de onMouseOver ou il n'y a pas de onMouseClick ou de ce genre d'événements. On ne va pas les mettre dans les templates, on va les mettre directement dans le code JavaScript. En revanche, des href, on en a dans le code JavaScript. On n'a que ça. Donc, s'ils viennent d'un helper type IronRouter qui va vous générer le lien pour vous, a priori, ce helper va faire cette vérification pour vous, vérifier que le lien que vous lui passez, c'est bien un lien et que ce n'est pas du code au moment de l'exécution, au moment où il reçoit le lien.
En revanche, si vous le faites de cette manière-là, en mettant mon URL, parce que vous avez une URL qui vient de quelque part, eh ben, soyez sûr que ce que vous avez, c'est bien une URL et ce n'est pas la chose qui est là. Il y a une manière de se protéger contre les attaques XSS qui est pour les navigateurs les plus modernes. Donc Firefox, Chrome et peut-être un petit peu Internet Explorer 10. Et donc, en fait, le principe, ça s'appelle les Content Security Policy. C'est en version, la spécification est en version 1.1. Il y a une version 2 qui va sortir. L'idée, c'est de dire que le serveur, au moment de la distribution de l'application, va vous donner, en même temps que le code de l'application, dans les entêtes HTTP, il va vous donner les règles que le navigateur devra respecter. En fait, il va imposer un certain nombre de restrictions sur le navigateur. Les restrictions classiques, on va dire par exemple, bon, le format là n'est pas super lisible, mais enfin c'est le format de la spec. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? En fait, on n'aura pas besoin d'écrire ça manuellement. Avec Meteor, on a un package qui s'appelle Browser Policy et qui permet de générer automatiquement ces entêtes HTTP pour faire des Content Security Policy. Donc vous ajoutez simplement ce paquet et derrière, vous avez une API qui est là, donc qui est l'objet Browser Policy, et vous allez pouvoir définir tout un tas de règles. Elles ne sont pas toutes là, il y en a beaucoup, mais elles sont toutes documentées. Donc la première ligne ici me permet de désactiver la fonction eval. Donc par exemple, l'attaque que je vous ai montré tout à l'heure, où on génère une chaîne de caractères de code, et ensuite on l'évalue, cette attaque-là ne pourrait plus fonctionner si jamais j'appelle cette fonction-là dans mon browser policy. Encore une fois, c'est que pour les navigateurs modernes. Les utilisateurs d'Internet Explorer avant 10, leur navigateur ne sait pas lire des browser policy et donc le navigateur va avoir une fonction eval et va exécuter l'eval parce qu'il ne sait pas qu'on n'a pas le droit d'utiliser eval. La fonction d'après, c'est pour interdire les styles, donc le CSS inline. Si vous êtes très très malin, il y a moyen de faire des attaques en changeant le CSS, en changeant les choses de place, et pourquoi pas. Donc si vous définissez votre CSS entièrement dans des feuilles de style, et qu'en fait vous n'avez pas besoin de le définir directement inline dans les balises, et ben vous pouvez appeler ça, cette fonction-là. Et donc il y en a encore plein d'autres. Une règle aussi, c'est de définir la liste des URL, des sites que le navigateur pourra appeler à l'intérieur de la page. Donc si par exemple vous utilisez, je sais pas, un Google Analytics afin d'espionner vos utilisateurs et de donner toutes les données à la NSA, et ben il faudra que vous autorisiez ici Google Analytics, sans quoi en fait vous aurez un script qui voudra donner des données à Google, mais il sera interdit en ayant ajouté Browser Policy. Donc il faut explicitement donner la liste des URL vers lequel le navigateur est autorisé à faire des requêtes. Pareil pour tout ce qui est CDN ou si vous récupérez des bibliothèques sur des sites tiers, il faudra les lister un par un là, et ça sera les seuls sites vers lesquels votre navigateur sera autorisé à faire des requêtes. Et donc avec ce système de Content Security Policy, en fait, on arrive à se prémunir des attaques XSS de manière assez robuste. C'est pas utilisé par beaucoup de sites. Je sais que c'est utilisé par GitHub, mais enfin c'est l'état de la science en la matière, et a priori c'est assez robuste. Il y a encore d'autres, dans l'aspect 2, d'autres manières de spécifier des règles, des restrictions, notamment le fait de donner une somme de calcul des fichiers que vous allez donner, que vous allez envoyer au client. Du coup, le navigateur sera obligé de faire la somme de calcul et de vérifier que c'est bien un des fichiers que vous avez explicitement autorisé. Je ne crois pas que cette règle-là soit déjà supportée par Meteor. Je ne crois pas qu'elle soit déjà supportée par beaucoup de navigateurs, si ce n'est peut-être Firefox. Mais bon, ça fait partie des choses que vous allez pouvoir faire avec les Content Security Policy. Mais déjà avec ça, en fait, vous êtes déjà avec un niveau de sécurité qui est bien supérieur à ce que beaucoup de sites vous offrent aujourd'hui. Et la vérification d'empreinte, ça revient à ça, ce que tu dis? C'est vérifier l'empreinte des fichiers entre ce qui a été fait sur le serveur et ce qui a été reçu par le client. Ouais, donc c'est dans la spec de Content Security Policy. Ça veut dire grosso modo, tu as quelqu'un qui s'est mis au milieu et qui t'a pas envoyé le bon fichier par rapport à ce qu'a envoyé le serveur. Le serveur a envoyé. C'est pour se prémunir du fait, par exemple, si on a
Ouais, quelque chose comme ça. Peu importe pour quelle raison, mais peu importe la raison pour laquelle ça se passe, mais si je t'ai autorisé à m'envoyer un fichier explicitement, en fait, tu peux m'envoyer quand même ce que tu veux comme fichier. Donc, quand je fais ça, je te fais confiance pour pouvoir définir très précisément exactement quel fichier en donnant simplement une somme de calcul, ce qui est de la cryptographie assez classique. Mais bon, ça existe pas. Enfin, c'est pas vraiment encore possible, mais bon, ça fait partie de ce que la spec permet de faire. Oui, il y a aussi pour les images internes, pouvoir faire un certain nombre de restrictions. Donc ça, c'était pour la sécurité côté client, sur le vol de session et sur les attaques XSS. On va faire une petite synthèse des paquets qu'il faut changer dans Meteor pour passer d'un modèle prototypé à un modèle sécurisé. On commence par retirer une secure auto-publish. On rajoute audit argument check pour être sûr que toutes les entrées des utilisateurs sont checkées. Et on rajoute provisor policy pour être sûr que le navigateur n'autorise pas les attaques XSS. Et donc on a couvert, oui, les vols de données, exécution de code à distance, XSS et SFR. Il y a une attaque dont je n'ai pas parlé, qui est l'attaque par données de service. J'en ai pas parlé simplement parce que c'est pas à Meteor de résoudre ce problème. Vous en aurez toujours parlé, mais simplement c'est un problème assez compliqué. Donc c'est une application que vous allez mettre devant et qui va filtrer les entrées, mais si vous essayez de résoudre ce problème au niveau de Meteor, vous allez faire qu'apporter que de la confusion parce que après vous allez tester, vous n'allez pas recevoir les requêtes, mais en fait c'est parce que le pare-feu de données de service vous a filtré la requête et donc c'est pas le bon échelon pour régler ce problème. Je me suis concentré seulement sur l'application Meteor. Données au service, ça sera le rôle de quelqu'un d'autre. Pardon ? J'ai pas dit spécifiquement que c'était l'infra, en fait. J'ai dit simplement que c'était pas à l'application elle-même et que c'était mieux de séparer les concerns, enfin les problématiques, et de mettre quelque chose en avant de l'application, mais que c'était pas à l'application en elle-même de régler ce problème-là. Sans quoi vous ne faites qu'ajouter de la confusion. En fait, c'est des problèmes génériques que vous avez sur toutes les applications web. Donc il faut simplement protéger la connexion HTTP et puis la connexion WebSocket de ça, mais c'est pas directement dans Meteor que vous allez faire ça. J'ai un slide de merci, j'espère que ça vous a plu. Mes slides sont disponibles sur le site de la communauté francophone paris.meteor.com. Ils sont publiés sous licence Creative Commons et je suis prêt à prendre vos questions. Donc la question c'est est-ce qu'on doit laisser le paquet audit argument check en production. La réponse c'est que si vous êtes sûr que vous avez fait un check partout, fondamentalement il n'y a pas de raison de l'avoir, mais il n'y a pas de raison de l'enlever non plus. Donc en fait on va avoir tendance à le laisser y compris en production parce que c'est même une barrière de sécurité, quoi. C'est simplement un paquet qui vérifie au moment de l'exécution qu'avant de faire une requête dans la base de données, les arguments que j'utilise dans ma requête, les paramètres, ont bien été checkés. Donc en fait, c'est assez raisonnable de le laisser en production. Il n'y a pas de dégradation sensible de performance. De toute façon, on est du JavaScript, on ne s'occupe pas des performances. Non, mais c'est juste un check, c'est vraiment tester s'il y a un objet est une chaîne de caractères. C'est quand même... Pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que c'était... Non, il faut absolument le laisser... Ok, c'est tout faux ce que j'ai dit. Écoutez, on rembobinera la vidéo. Il faut absolument le laisser en production. Évidemment. J'ai pas dit vraiment ça, j'étais un peu plus nuancé. Non, il faut absolument le laisser en production. On pourrait. Bon, en tout cas, on laisse on enlève insecure auto-publish et on rajoute browser policy et audit argument check en production et en développement à partir du moment où l'application devient un peu sérieuse. Pas d'autres questions ? Merci. C'est le moment des petites questions, un petit quiz avec des goodies. Donc il y a des questions pour tout le monde. Hein. Donc ceux qui n'ont jamais fait de Meteor, hein, si vous avez un petit peu écouté, ça devrait quand même bien se passer. Le principe, c'est que Vianney, tu vas venir avec moi là. Puis toi, tu vas checker cette zone-là. Moi, je vais essayer de checker celle-là parce que sinon, il y en a qui vont se taper dessus. Donc le premier qui lève la main, on ne donne pas la réponse. Hein. On lève la main et puis on répond. Donc, quelle est la base NoSQL utilisée dans Meteor ? Ok. Désolé. Non, mais je vise de la main gauche, je suis droitier, c'est pas bon. Ok.
Quel est le nom des collections pour CFS? Ça, c'est le package de base. Non, le nom de la c'est pas une collection basique en fait, c'est une collection un peu spéciale. Ouais, c'est ça. Quel est le nom du moteur de template utilisé dans Meteor? Impeccable. Attention, celui-là il fait mal si on se le prend dans la tête. Ouais, ça aurait été fun, ouais. Quelle est la version actuelle de Meteor? Ok, impeccable. Celle-là a été simple. Hein. Quel est le routeur le plus utilisé? Ok. Je suis droitier, ça devrait aller mieux comme ça. Hop, c'est bon. Janès, tu as des questions, tu peux y aller. Hein. J'en ai noté quelques-unes au cas où. Mais quelle est la balise, le nom de la balise utilisée pour générer automatiquement un formulaire avec autoforme? En une ligne. Au fond. C'est bien. C'est bien. En fait, on devrait les distribuer au début, tout le monde se feuilleterait avec. Quel est le nom du CDN Amazon? Au fond, là-bas. Non. Ah. Ouais, bah, c'était devant après. Bah, tu le donneras au prochain si tu le veux pas. Attends, on va poser la question, tu le lanceras. Puis tu vises bien, quoi. Hein? Ok. Quel est le nom du service d'instance de machine d'Amazon? Ouais. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à revenir. Non, pas encore. Revenez au prochain meet-up. N'hésitez pas à faire des retours sur le site de la communauté, sur le site des meet-up, de proposer des sujets, de poser des questions, demander les slides, d'échanger. Et là, on a les pizzas qui sont juste à côté. Donc, on va pouvoir tous discuter. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, nous poser des questions sur Meteor ou sur toutes les choses de la vie. Ok ? À tout de suite, bon appétit.